tous et à toutes. Je suis Sue Montgomery, je suis la mairesse de CDNNDG et je vous souhaite la bienvenue à notre conseil, votre conseil. J'aimerais reconnaître que nous sommes un territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanakahaka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous sommes aujourd'hui. We respect the continued connections with the past, present, and future, and our ongoing relationship with the Indigenous and other peoples within the Montreal community. Today, of course, is the 25th National Indigenous Peoples Day, and we all have a duty to learn about the heritage, diverse cultures, and amazing achievements of First Nations, Inuit, and Métis people. We also need to commit to the calls of action that came out of the Truth and Reconciliation Commission. I invite everyone to inform yourselves about these calls to action and act accordingly. J'aimerais maintenant vous présenter mes collègues, Monsieur Perez de Darlington. Bonjour, good evening, everybody. Monsieur Arsenault de Loyola. Bonsoir à toutes et à tous. Good evening, everyone. Thanks for being here. Monsieur McQueen de NDG. Good evening, everybody. Merci d'être là avec nous. Monsieur Vautran de Snowden. Hello, everyone. Bonjour et bienvenue à cette séance de conseil d'arrondissement. Et Madame Popiano de Côte-Neige. Bonjour, good evening. J'aimerais également présenter notre directeur d'arrondissement, M. Stéphane Plante, et je vous invite de se présenter vos collègues. Alors, bonsoir, Madame la mairesse, Madame la conseillère, Messieurs les conseillers. Avec moi ce soir, Madame Julie Faraldo-Boulet, secrétaire recherchiste. Madame Guylaine Gaudreau, directrice des services administratifs. Bonsoir tout le monde. Madame Sonia Gaudreau, directrice des sports, loisirs, culture et développement social. Bonsoir. Monsieur Pierre Boutin, directeur du service des travaux publics. Bonsoir tout le monde. Et Madame Lucie Bédard, directrice de l'aménagement urbain du service aux entreprises, qui se joindra à nous dans quelques instants. Voilà. Merci beaucoup. On va maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Je vais l'appuyer, mais j'ai une question à poser à cette étape. Bon, nous avons convenu entre nous que la séance de conseil va terminer à 10 heures le soir. Nous avons, les derniers 6 mois, avoir des séances qui allaient jusqu'à minuit une fois. Et c'est convenu entre les élus que ça va être terminé à 10 heures et si non, on revient le lendemain. La dernière séance, le 7 juin dernier, ce que nous avons appris est que les services n'étaient pas prêts de revenir le lendemain. On fait la télédiffusion de nos débats qui est important pour la transparence et pour donner une façon pour celles qui ne peuvent pas assister en personne ou poser une question d'intervenir avec nous autres. J'aimerais savoir si les arrangements étaient faits pour demain dans le cas qu'on ne termine pas à 10 heures. J'aimerais avoir une confirmation de M. Plante que la souhait du conseil d'arrondissement était respectée. Merci. Oui. Alors, c'est bien que j'ai vérifié avec notre service technique et c'est réservé pour demain matin, mais on a pensé d'aller jusqu'à 11 heures ce soir si ça vous convient. Parce que j'ai entendu des autres conseillères qui m'ont répondu qu'ils préfèrent 11 heures, mais je suis ouverte. Il y a 4 motions qui risquent d'être longues, quelques débats qui risquent d'être longs aussi. Et au conseil municipal, la commission de la présidence a déposé un document il y a quelques années qu'elle a adopté pour le conseil concernant la réconciliation famille-travail. Et la pratique qui touche la ville-centre, on termine à 10 heures, sauf dans les cas les plus exceptionnels, qu'il y a 1 ou 2 items qui restent, on termine dans les 15 ou 20 minutes après. Donc,
bon, si on continue, on se reste de déraper, déborder encore sans garantie comment terminer. I'm ready to play it by ear as we get closer, mais j'aimerais que ça devienne une pratique et j'ai cru aux tables de travail, c'était la volonté de tous nous autres. C'est respectueux pour les employés, les fonctionnaires, et c'est respectueux pour le public. D'adopter les choses à 11h, 11h30, même à minuit, ça me semble de ne pas respecter la transparence ni le droit du public de comprendre comment la prise de décision a été faite. Donc, j'aimerais suggérer respectivement que 10 heures doit être respecté ce soir. OK. Monsieur McQueen? Je vote 11 heures. J'avais dit ça par courriel. Je pensais qu'il y en avait d'autres aussi. Monsieur Arsenault? Merci, Madame la mairesse. Là-dessus, je constate qu'on a très peu de questions du public ce soir comparé à d'habitude. Alors, peut-être si on pourrait ne pas gaspiller de temps en début de séance, aller avec l'ordre du jour, puis si on voit qu'on est très, très serré, très près, on pourra peut-être repousser afin de terminer ce soir au lieu de juste garder un point ou deux pour demain. Mais plus qu'on débatte maintenant, moins qu'on procède dans l'ordre du jour. Alors, je propose qu'on adopte l'ordre du jour avec un amendement, c'est-à-dire la motion déposée par la mairesse et moi-même sur les féminicides. Alors, je propose l'ordre du jour amendé. Pouvez-vous répéter ça? Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. C'est quoi l'amende, M. Arsenault? L'amendement, c'est l'ajout d'une motion sur les féminicides tel que proposé par la mairesse et appuyé par moi-même. Is that the motion that was circulated earlier today? Yes. Yeah. Et cela portait numéro quoi? 6503? 03. Parfait. OK for me. OK. Alors, ça va, on va continuer, puis on va voir. Est-ce qu'il y a un appuyeur pour l'amendement? Être efficace. Est-ce qu'il y a un appuyeur pour l'amendement? C'est M. Arsenault qui proposait l'amendement. Est-ce que... Ah oui, OK. J'appuie. Moi, j'appuie. Adopté. Bon, l'ordre du jour est adopté. Monsieur Vautran appuie aussi. Alors, 10.03. Oh, oui. C'est approuver le procès verbal de la séance ordinaire de 7 juin. Conseil d'arrondissement de CDNNDG, je propose. Et j'appuie. Adopté. 10.04, c'est la période de commentaires des conseillers. Conseillères. Bon. Alors, bonsoir tout le monde. Je dépose ce soir une motion afin que l'arrondissement reconnaisse l'importance de la problématique qu'est la violence faite aux femmes dans notre société. Nous désirons ainsi sensibiliser la population face à cette problématique et s'engager dans des actions concrètes pour lutter contre ce fléau social. Le Québec déplore une hausse inquiétante de féminicides depuis le début de l'année 2021, avec 13 féminicides en 6 mois par rapport à une dizaine en 2020. In the past year, we've observed a dramatic and very worrisome hike in femicides. Alone in the first 6 months of 2021, 13 women have been murdered by men that they knew. That's a staggering number. Last year, there were 12 in the entire year murdered by men they knew. I have fought against violence against women in society my entire adult life, and it's discouraging to see that so little has changed. Women experience violence in the workplace, in their homes, in public spaces, all simply because of their gender. And it is past time for men to take responsibility as well. The motion I am presenting tonight underlines the urgency to take concrete actions to fight against violence against women and develop community-based solutions towards a more inclusive and safer environment for women in our borough and beyond.
And now I would like to congratulate Councillor Marvin Rotran for deciding to make way, as he said, for new and fresh voices in the borough and in the City Council by announcing his retirement. And I thank you, Marvin, for all your years of service. I knew you many years as a journalist. You were tenacious in getting your stories out there. And I wish you the best for your future projects. And I wish your wife, Jackie, all the best as well. A register for the Columba housing development took place between May 6th and May 20th. 219 residents signed the register. 162 were required to sign to trigger a referendum. It will be decided this evening whether to move forward with a referendum on the issue. And I have listened closely and I've spoken to many residents over the weekend about their take on this. And I hope I represent their views when we vote later this evening. Un registre pour le projet Saint-Colomba a eu lieu entre le 6 et le 20 mai. 219 résidents ont signé le registre. 162 devaient signer pour déclencher un référendum. Nous avons laissé le processus démocratique prendre forme dans cette situation et les résidents ont décidé d'exprimer leurs inquiétudes sur le projet. Last week in City Council, I, along with Mayor Juliana Fumigali of Villeray Saint-Michel Parc Extension and independent councillor Christine Gosselin, tabled a motion calling for a lease registry in Montreal. The motion was passed with the support of Projet Montréal. Le registre des loyers est un des outils nécessaires pour protéger les locataires des propriétaires ayant des comportements de plus en plus prédateurs dans un marché locatif très précaire. Nous espérons qu'un registre des loyers appuiera les locataires dans leur démarche tout en composant avec cette réalité. And of course, moving day is approaching and we are seeing more and more renovictions in our borough, which I deplore. And I encourage anyone who is experiencing this to contact my office, as there are organizations in the borough to support and help you. And of course, finally, with COVID, 79% of the eligible population in the province have received their first dose of vaccine, which is terrific, and 19% have received 2 doses. So it's going very well. And with that, I would like to wish everyone a very safe and relaxing summer. We all deserve a break, I'm sure you will agree. And I'd just like to say that our pools are open. Our staff will be working hard on our parks and public spaces. And so please, please get vaccinated, follow all the government regulations. And I feel that we are at the end, finally, of this pandemic. Thank you very much. Maintenant, je passe la parole à la prochaine, c'est Christian. Merci, Madame la mairesse, et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre dernier conseil d'arrondissement avant la pause estivale. Let me begin by acknowledging National Indigenous Peoples Day with an echo of the mayor's regular recognition that all that we do in this city takes place on the historic and unceded land of the Kanien'kehá:ka. I fervently hope that Montrealers and all Canadians from coast to coast will consider what it means to be allies to the cause of reconciliation, especially given recent news and our ugly national past that constantly gets swept under the rug and ignored. As the mayor also mentioned in her comments, I'm seconding her motion on femicides this evening, and we'll be speaking to that particular scourge when the motion comes up later on. Cela dit, nous avons des bonnes nouvelles à l'ordre du jour ce soir, surtout pour la communauté de West Haven et les utilisateurs du parc Coffee.
car nous adoptons un contrat pour commencer l'élaboration des plans techniques pour le nouveau chalet de parc et des nouveaux jeux d'eau. C'est d'autant plus la bienvenue, étant donné que nous avons déjà eu notre première vague de chaleur cette année. Nous créons aussi une nouvelle zone de vignettes de stationnement, étant donné la grande demande sur l'avenue Montclair au sud de Sherbrooke. Alors, je tiens à remercier les résidents qui se sont organisés pour démontrer le besoin, ainsi que nos services techniques. Merci pour votre écoute et votre action rapide malgré la grande charge de travail des derniers mois. In last week's marathon City Council meeting, we received, among other things, the Auditor General's annual report, which explored in depth a range of shortcomings in the city's financial planning and budgeting processes. A few findings that I'm happy to quote include the following, which is while the central transfers granted to the boroughs have been the subject of certain adjustments, they have not been reassessed in depth since the 2014 reform of their funding to determine whether they accurately reflect current needs and whether the parameters used are still appropriate. The funding model should be reviewed after 5 years. D'autres constats intéressants, et je continue mes citations. D'ailleurs, aucune analyse n'a été effectuée pour déterminer si les transferts sont représentatifs des compétences dévolues aux arrondissements et des services aux citoyens, et s'ils correspondent à leur juste part des taxes perçues par la Ville-Centre pour ces services. Selon l'information obtenue, les transferts centraux permettent de moins en moins de combler les besoins des arrondissements, compte tenu des contraintes imposées au cours des dernières années. En effet, le pourcentage d'indexation des transferts est inférieur à celui des dépenses nécessaires pour répondre aux exigences en matière de niveau et de qualité de service. Également, les contraintes imposées depuis 2017, dont celles concernant la gestion des postes vacants, font fi de la réalité, des résultats historiques et des événements prévisibles et ont les conséquences suivantes. L'utilisation des surplus et des réserves pour équilibrer le budget, quelque chose qu'on fait ici chez nous. L'augmentation des tarifs exigés aux citoyens et aux activités confiées en impartition afin de maintenir le niveau de service et épuisement des effectifs, l'épuisement de nos employés. Aussi, à l'examen du montant des transferts par habitant depuis 2017, soit depuis la centralisation de certaines activités à la Ville-Centre, nous constatons une légère diminution en 2021 et une augmentation globale de seulement 3,5 %. Cette augmentation est cependant inférieure à la croissance du budget de dépenses, notamment à celle du budget de rémunération par habitant, qui fut de 8,9 % pendant la même période. De plus, ces variations diffèrent d'un arrondissement à l'autre. Les arrondissements ne sont d'ailleurs pas consultés formellement avant l'établissement des orientations budgétaires et la détermination du montant de leur transfert. I'm sure that those of you who followed my comments and vote on the administration's last budget will notice that the AG report backs up much of what I criticized last December. Budgetary opacity makes a fair deal that much more difficult to achieve. To end on a more positive note, however, things are moving forward for a summertime citizen consultation on Summerlet Avenue. Teams will be out on the ground and the borough will ensure an extended presence over about a month of summertime so that we can reach people regardless of when they go on vacation. So we'll be in the area, we'll be on the stretch. Come by and give us your 2 cents. We want to hear from you. Merci, Madame la mairesse. Merci beaucoup. Alors, aidez-moi, c'est qui la prochaine? Attendez. Marvin, excusez-moi. Merci, thank you. Le Centre de coordination des mesures d'urgence a émis un rapport aujourd'hui. Il n'y a aucune mort de COVID au Québec les dernières 24 heures. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Il y a seulement 90 cas, dont 36 à Montréal. C'est la meilleure nouvelle depuis très, très longtemps. Mais le chiffre cumulatif est choquant. 11 191 décès de COVID au Québec depuis le déclenchement de cette pandémie.
soyez toujours prudents. On commence de voir la lumière à la fin du tunnel, mais il y a des variants dangereux et seulement 17% de la population a eu les 2 vaccins, pas une. C'est bon qu'il y ait 78% avec une, mais il y a seulement 17%. Donc, restez très, très prudents. Today, I was called by the great-great-granddaughter of one Alexander Camus, who was a hero to the Chinese community in Canada, born here, lived a life at a time of institutional discrimination against the Chinese, and lived an exemplary life. He's one of the 8 finalists for the new $5 bill in Canada. And she wanted the Borough Council to know that there are a lot of people who appreciate the motion that the City Council adopted on diversity on Canadian money. I'll have more to say about that later in the evening. J'aimerais aussi remercier la communauté philippine qui a fêté ce mois, le mois de patrimoine philippin au Canada. C'est la 3e année pour cette fête nationale. La grande majorité des événements étaient virtuels et pas évidemment en personne parce qu'ils ne peuvent pas. Mais c'était vraiment une grande réussite et le conseil d'arrondissement a appuyé les groupes qui organisaient les choses. I thank you for the community mindedness. A lot of people took note of what you did. Ce soir, on va avoir le rapport de la comité Terrebonne déposé en conseil. Pour celle à Notre-Dame-de-Grâce, le comité ne recommande pas une piste cyclable sur Terrebonne cette année. Par contre, le comité est ouvert à une étude long terme sur la proposition de si la rue peut être un sens unique, sans de recommander ça, mais ouvert à une étude. Écoutez, et la ville va planifier mieux pour des questions de mobilité durable dans le long term. Having said that, I want to let everybody know that there was a motion that Sue Montgomery moved on lease register, which was actually the same as a declaration that Robert Beaudry and I tabled a month earlier calling for a lease register. Ms. Montgomery's motion was adopted 59-5. And the second part of her motion, calling for a whole slew of new taxes while defining them, was a bit closer in the vote. I think that was about 34-26, something like that. But the lease register idea has come up a couple of times at City Hall, and I'd be happy to talk to community groups that want to know more about it. Aussi, le Conseil a parlé de haine. Il y a 2 motions, une proposée par Lionel Perez contre l'antisémitisme qui était adoptée. Ma motion, la deuxième contre la haine ciblant les Asiatiques à Montréal, va être réécrire, va redéposer au Conseil de mois d'août. Finally, let me say the following. I made an announcement last Wednesday for the first time since 1982. My name won't be on the ballot in Snowden for city councilor. I'm not running for city councilor in Snowden, and it'll be after November 7th, Snowden will have its 3rd city councilor since 1956. My predecessor was in office a long time. People in Snowden tend to like councilors who are in contact with the community and aren't afraid to speak their mind at City Hall. The reason for that is I've spent more than half my life as an elected official, and I turned 70 recently, and for me, I had a crowning joy. I'm now a grandfather. My granddaughter lives in Asia, very far away. You can't be a full-time Montreal City Councilor and a full-time granddad at the same time. I want to play a role in her life. So I thank the people of Snowden for standing by me. Magda Popiano is one of my constituents. I've never managed to get her vote, but I still managed to win 10 elections. And I'd like to say to the people of Snowden, I appreciate our personal friendships. I know so many of you personally. I will be active in the campaign. And after the election, I still hope to have the ear of at least a few people at City Hall, and I'll be active in the community as well. Thank you once again, everyone. And don't forget, I'm the city councilor to November 18th, so don't be shy about calling me. Merci. Thank you, Marvin. Peter, Monsieur McQueen. Merci, Madame la Mairesse. So I'd like to start off with a tour of the commercial streets that I've done in my district in the last week or so.
merchants on Sherbrooke are concerned about a number of issues. Graffiti is definitely one of them. Some sidewalk problems, plantings, and I have some good news on all those issues. L'arrondissement commence un projet pour contrer les graffitis. Notre commissaire économique, M. Pierre Boudreau, va nous tous envoyer des informations sur le projet exact cette semaine. Alors, je vais mettre ça sur mon Facebook pour tous les marchands. C'est clair que si on peut arrêter et effacer les graffitis le plus vite possible, ça donne un quartier plus beau et plus paisible. I have good news on the sidewalk repairs. This summer, there will be spot sidewalk repairs on Sherbrooke at any places where there are dénivellement, places where people can trip over. So that's for the safety of our pedestrians. They'll take advantage of that when they do replace sidewalks. They'll cut wider openings for the trees on Sherbrooke, and especially for places, a few places trees have died and had to be cut down. We're going to put wider openings so that a new tree can get more water, and then we can put plantings around the tree. So these are good things coming to Sherbrooke Street. Bien sûr, à long terme, tous les gens de Notre-Dame-de-Grâce attendent avec impatience le projet au Théâtre Empress, et notre arrondissement a fait des consultations très intéressantes cet hiver-printemps, et maintenant nous allons vers c'est rendu au point où on regarde exactement ce qui peut être fait dans les années qui vont venir. C'est certain, dernière chose sur Sherbrooke, place Guy Viault, un grand succès. Coin Royal et Sherbrooke, tout le monde est d'accord que ce genre de petite placette en rond avec des chaises Adirondack sont très populaires, et on espère en ajouter d'autres, un sur Monkland au coin de Giroir peut-être, et peut-être sur Sherbrooke de nouveau, coin Marcel. The other thing, of course, I've been doing for the last 2 weeks is the tour of all the annual assemblies of our community groups. So we're talking the NDG Community Council, New Hope Senior Center, the Food Depot this week, Carrefour Jeunesse Emploi, the NDG Senior Citizens Council. Just tonight, head in hands, just before this meeting. Bienvenue à NDG coming up in the next week. Every one of these groups represents a key voice in our community for a key constituency. It's always very interesting to hear. For instance, tonight, Head in Hands, there were some moving testimonials about how it was to go through the pandemic 15 months for the youth of our community. Really made me realize how tough it's been for a number of marginalized people and young people who possibly live alone and are therefore much more vulnerable in a pandemic type situation. So, j'aimerais remercier tous les bénévoles, tous les membres des conseils de tous ces groupes communautaires. Vous faites un travail bénévole remarquable, et on espère ici à notre conseil continuer de vous subventionner tel qu'on peut. C'est certain que les autres niveaux de gouvernement sont aussi impliqués. C'est très important pour la communauté de Notre-Dame-de-Grâce, de Côte-Nez de Notre-Dame-de-Grâce, que ça continue. Finally, as Mr. Rocha mentioned, at point 61.03, the report of the Terrebonne Mobility Committee is being submitted, so it is now public information. You can look it up once again, le point 6103 pour le rapport du comité Terrebonne. J'aimerais remercier tous les membres, résidents, bénévoles, représentantes d'écoles, églises, autres résidents communautaires aînés sur la rue Terrebonne. And it's clear a lot of hours were put in, like there were 8 meetings. These people were not paid. Their work was very important. And I think that we ended up with a very rounded report, taking into account the opinions of both the cyclists and residents who like the park, seniors who need to walk safely, school children who need to get off the buses in front of the schools every morning. And I think that I will speak more to the point when it comes up at 6103. I think it continues the work we'd already done, and look forward to some better mobility on Terrebonne Street. Indeed, it won't be this year. Unfortunately, it was too late for this year. Our services were adamant about that. For the acceptabilité sociale, it is being put off for implementation next year. Merci beaucoup.
Merci. Et Madame Popiano, je dois m'excuser parce que je pense que vous étiez avant Monsieur McQueen. Mais excusez-moi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, Madame. Okay. C'est à vous maintenant à la parole. Merci. Merci beaucoup. Donc, je tenais à vous dire que dans cette journée nationale, comme vous l'avez souligné, journée nationale, mais aussi montréalaise des peuples autochtones, j'ai envie de vous saluer et vous dire Wesegon. Donc, je saisis cette très belle occasion de rappeler que la ville de Montréal reconnaît que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la Grande Paix. Et comme vous le faites vous-même, Madame la mairesse, nous remercions la nation Kanien'kehá:ka de son hospitalité en territoire non cédé. Donc, la ville de Montréal, en réalité, a exprimé clairement à plusieurs reprises son soutien au rayonnement et à la mise en valeur des cultures autochtones, entre autres dans sa politique de développement culturel 2017-2022. J'ai eu vraiment l'honneur aujourd'hui d'inaugurer à l'Université de Montréal en présence du ministre responsable des Affaires autochtones, M. Yann Lafrenière, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec, Ghislain Picard, le recteur de l'Université de Montréal, M. Daniel Jutras, le président du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Oscar Kistabich, et du coordonnateur du Centre étudiant du premier peuple de l'Université de Montréal, Samuel Rainville, une œuvre magnifique d'un designer graphique atikamekw, Terry Randy Awashish. Donc, une œuvre magnifique, elle s'appelle Terre d'accueil, qui nous remémore l'accueil dont ont bénéficié les premiers Européens lors de leur arrivée sur ce territoire autochtone à l'occupation millénaire. Je tenais en réalité à souhaiter, à réitérer mon souhait d'une très, très belle journée nationale et montréalaise des peuples autochtones et un excellent mois national de l'histoire autochtone. Et je peux vous le dire aussi en Mohawk, Niawin. Je ne dirai pas encore au revoir à mon collègue Marvin. Je croyais qu'on va le voir encore 2 fois, mais je tenais à souligner sa contribution remarquable dans les liens qui ont été tissés avec la communauté philippine de notre arrondissement. So, actually, I would also like to point out that the Filipino community celebrated 123 years of independence from Spain last June 12. But in connection with this celebration, the community annually honors Dr. Jose Rizal, the nation hero of Philippines. Actually, we were all of us invited to this commemoration. So we are proud that this commemoration is held at Mackenzie King Park, where the monument of Dr. Rizal is located. Thank you. I know Mr. Rotran worked a lot because the artwork was presented to the Ville de Montréal by the Philippine government to celebrate the centenary of the proclamation of independence of Republic of the Philippines. So on the pedestal is engraved a text in French, English, and Tagalog commemorating this the important role played by Dr. Jose Rizal in the liberation of his country from colonial grasp. What is remarkable, and I admire it a lot actually, is that Dr. Rizal is also a scholar, a poet, an artist, a philologist, a writer, a hyper polyglot who mastered no less than 23 languages. So really, personally, I admire this mythical figure in Philippine history for the strength of his conviction that led him to give his life for the freedom of this people, of his people. I take this opportunity also to thank the Philippine organization and community groups for organizing celebrations through all the months of June. Sur un autre sujet, vous souhaitez participer à définir l'avenir de Montréal et à contribuer à la transition écologique et sociale pour la première fois de son histoire. La Ville de Montréal réserve 10 millions de dollars pour réaliser des projets, donc c'est un budget participatif, pour réaliser des projets proposés, mais aussi choisis par la population. Vous pouvez voter jusqu'au 11 juillet
toute personne de 12 ans, parce que même l'opinion des enfants nous intéresse, tous ceux qui résident à Montréal, ainsi que les commerçantes et les commerçants, peuvent choisir 5 projets. Donc, je vous invite à voter les 4 projets de notre arrondissement. C'est très important. Une bonne nouvelle pour Côte-des-Neiges, finalement, donc ce soir, au point 20.02, on va accorder un contrat de service professionnel pour une somme de 522 000 $ pour le projet de réaménagement et de rénovation du chalet du parc Jean-Briand et la construction d'une pataugeoire. Nous savons tous, c'est un parc qui a vraiment besoin d'amour. Et en conclusion, je voulais vous souhaiter à tous un très bon été. Pour tous ceux qui déménagent le 1er juillet, faites attention, nous savons vos besoins. On vous invite à contacter la ville pour voir ce qu'on peut vous offrir. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Merci. Et finalement, Monsieur Perez. Merci, Madame la mairesse. Je vais commencer peut-être par souhaiter à tout le monde une bonne fête nationale qui aura lieu ce jeudi, donc, et ainsi qu'une joyeuse fête du Canada qui aura lieu la semaine prochaine. On débute l'été. C'est une occasion pour tout le monde de commencer à profiter du beau temps. Heureusement, avec le taux de vaccination ainsi que le déconfinement progressif, on est toujours vigilant, mais on commence à pouvoir respirer et pouvoir échanger. Je pense que ça fait du bien pour tous et pour toutes. Évidemment, aujourd'hui, il y a quelques dossiers assez importants. There's a few files that are quite important on the council. Obviously, the St. Columba Church redevelopment project and the potential to go to referendum to allow the population to speak, to allow the residents, the one that will be most affected by going ahead with the project will be decided tonight. We don't know where everybody stands yet. We know where most of the people stand. And I look forward to being able to exchange. My view was very clear. Whether you're for or against the project, it's a question of local democracy. And I think that the people that are most affected should have the final say so. It's the logical conclusion to the democratic process, and we should not impede the voice of the citizens. We have the Terrebonne Bike Path report from the Citizen Committee that following the motion that myself and Marvin Rochon tabled last September. I think that it's a report that demonstrates that there's still many issues to look at. I was hoping for there to be greater leadership in finding a consensus as part of the recommendations. I don't really see that. I see, unfortunately, a lot of division from the way that the wording of the report and the conclusion is drafted. I think it's a lost opportunity. So obviously I'll have more to say on that, but we still have a long way to go to be able to find an adequate solution to make it safer for our kids to ride bikes while taking the needs of everyone into account. It's a question of finding the right equilibrium. We have a few other matters that were mentioned in terms of some work et du développement et puis des rénovations au chalet, notamment Jean-Briand. Il y a également un contrat de service professionnel pour le chalet Park Arfique, donc c'est pour l'année prochaine. Et puis pour revenir un point sur mon collègue Monsieur Arsenault concernant la vérificatrice générale. The Auditor General came with a report last month, about the finances, and there's a lot to be concerned. A lot to be concerned, and a lot of the red flags that myself and Ensemble Montréal have been raising about the budgetary process were proven right. There is an estimation on certain revenue and an underestimation of certain expenses. That basically is creative accounting, and it allows the administration to play with the numbers and to give it more flexibility, and then they're going to have to borrow more in the long run. The other element that I think is very clear that the Auditor General raised is how boroughs are underfunded. And while we get 1% here, it's 3.4% on average in terms of increases. And what the Auditor General clearly said, that the reform that was undertaken
in the last mandate in 2015 has been updated as it was planned. And that is just creating a greater discrepancy. So it's something we're going to have to address. And unfortunately, the Auditor General says that in the last 4 years, it hasn't been taken care of. I'd like to finish off by applauding the motion that Mrs. Montgomery and Mr. Arsenault are bringing regarding the feminicide. It's actually a very important societal issue. Regardless of our political stripes, I think everybody can realize that Mrs. Montgomery has been an advocate for these and other related issues. A very sensitive issue, obviously, in our own borough with the murder of the Polytechnic. So I'm obviously going to strongly support this motion, and I think that is a larger societal issue, and whatever can be done at the borough, we have to think outside the box and find solutions. Merci encore, bon été. And the last thing to say is, Marvin, it's been a pleasure, but it's not over yet. You still have a few months to go. You're probably going to get my vote, Lionel. Bon, on passe maintenant à 10.05, la période de questions et demandes de public. Madame Faraldo-Boulet. Oui, donc la période de questions du public est de 90 minutes. Tel que précisé dans l'invitation à la séance du Conseil, les citoyens ont eu l'opportunité de poser des questions ou de donner des commentaires par écrit en remplissant le formulaire en ligne prévu à cette fin avant midi aujourd'hui. Donc, il y a 25 personnes qui nous ont soumis des questions et commentaires. Nous avons remis aux élus et aux directeurs la liste des questions suivant l'ordre qui a été déterminé par tirage au sort en respectant l'alternance hommes-femmes. Un maximum de 3 questions ou commentaires peuvent être soumises sur un même sujet. Les autres questions qui portent sur le même sujet pourront être soumises à la fin de la période de questions si le temps le permet. Donc, j'invite la mairesse à expliquer la procédure en anglais. Merci. So the question period is 90 minutes. Tonight we have 25 questions. The order is determined by a random draw, but we alternate man, women when it comes to the questions, and we allow 3 questions on the same topic. However, if there are more questions on that topic, the excess will go to the end of the line, and if we still have time at the end, we will get to those questions as well. So, avec ça, on va commencer avec la première question de Diane Chambers. I have lived on my block for over 40 years. As young families move in, I am increasingly concerned about the following issues. Too many delivery and contractors' vehicles, very heavy trucks which use our streets as a pass-through. Now recent installation of protective markers for NDG Avenue bicycle lane has resulted in some contractor vehicles with trailers returning up our one-way street. Then there are groups of cars which travel at excess speeds, ignoring the speed humps. The phenomenon may be connected with Grand Boulevard synchronization of traffic lights since traffic I think there's a word missing, since traffic cannot continue southbound at Monkland Ave. Also, as a pedestrian, I have often been intimidated by cars which U-turn at the top of the block. The street is one of the widest in this section of NDG. I believe that traffic calming measures might help. Also, wider curbs at top of street might be a discouragement. Currently, it is often a Wild West situation here. Thank you, Ms. Chambers, for your comments. I agree with you. I've noticed an increase in aggressive driving. I don't know if it's because people are stressed out because of COVID or what, but our borough has done a number of things already, including we reduced the speed limit to 30 from 40 on residential streets. We've put in curb extensions, and we are constantly looking at ways to slow down the traffic. I'm very concerned about the safety of the children and people with mobility issues and seniors. And so we're always looking at ways we can secure crosswalks,
around schools, and we will continue to do that. So it's an ongoing situation, and we are trying our best to improve the safety for everyone. Mr. McQueen? Thank you for your question, Mr. Chambers. Good question. I like Mayor Montgomery's response. I will just add that I will ask our services to look into whether your street has the signs. It's clearly not a truck route, so we should have signs indicating that. So I will check into that. Yep. Numéro 2. De Raphaël Assard. Donc, le gouvernement du Québec a récemment annoncé qu'il appuyait la définition de l'antisémitisme de l'IHRA, rejoignant ainsi la position du gouvernement du Canada et de l'Ontario. Avec la recrudescence des incidents antisémites récents à Montréal, il est plus important que jamais que Montréal adopte la définition de l'IHRA. Bien que le conseil d'arrondissement ait voté son soutien, un membre, Magda Popeanu, a refusé catégoriquement de voter en faveur. La question que je pose à la conseillère Popeanu est la suivante. Accepterez-vous de modifier et de présenter une motion lors de la prochaine réunion du conseil municipal pour soutenir inconditionnellement la définition de l'antisémitisme de l'IHRA? Merci beaucoup pour la question. Je passe la parole à Mme Popeanu. Merci beaucoup, Madame la mairesse et Monsieur Assor, pour votre question. Vous savez que l'antisémitisme, c'est clair, n'a pas sa place et ne doit pas être toléré. Je l'ai énoncé à plusieurs reprises et que nous dénonçons les gestes antisémites sans équivoque et avec beaucoup de fermeté. Et mon engagement, comme d'ailleurs celui de l'administration de Mme Plante, est clair. On lutte contre l'antisémitisme et notre position est très claire. Je sais que vous m'avez interpellé sur la définition de l'antisémitisme. Nous avons débattu lors des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement et je tiens à vous dire que cette définition suscite encore de nombreuses questions au sein de la société civile, que nous souhaitons prendre le temps d'avoir cette conversation avec les groupes de citoyens et les citoyens montréalais. C'est pourquoi la commission de la présidence est saisie de la question et par respect uniquement pour le processus qui est actuellement en cours, je me suis abstenue de me prononcer sur la définition lors d'un conseil d'arrondissement. Donc, mon souhait et que le conseil municipal soit uni autour d'une position commune pour se donner vraiment tous les moyens de lutter contre l'antisémitisme. Je me suis engagée de suivre le dossier avec attention et je suis convaincue aussi que mes collègues de la commission de la présidence, tous partis confondus, vont traiter ce mandat avec toute l'attention qu'il mérite. D'ailleurs, il faut que tous les Montréalaises et tous les Montréalais doivent se sentir inclus, représentés et en sécurité dans la métropole. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est la première fois de l'histoire de la ville de Montréal que nous pouvons compter aussi sur une commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques qui a pour mandat justement de mettre en place toutes les mesures structurantes et transversales pour une ville juste, égalitaire et inclusive. Et on va le faire. Merci beaucoup. Merci. Bon, on passe maintenant au numéro 3 de Valérie Bell. Concernant le service 3.1, ma question est pour Magda Popeanu. Je vois que vous voulez intégrer les services du 3.1 avec les services centralisés du 3.1 afin d'améliorer les services aux citoyens d'arrondissement. Pouvez-vous expliquer comment cela fonctionnait et les bénéfices que nous récolterons? Madame Popeanu. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Donc, effectivement, j'ai déposé lors du dernier conseil d'arrondissement, mais on n'a pas eu le temps de débattre, une motion qui sera ce soir débattue au point 65.01 concernant le service 3.1, qui est un service qui fournit une aide directe et des renseignements essentiels aux requêtes et aux citoyens, à leurs préoccupations. Donc, le service est ouvert, il est disponible 7 jours sur 7. Donc, depuis 2 ans seulement, le centre de service 3.1 gère les appels et les courriels reçus de 11 arrondissements qui sont regroupés. Donc, c'est un service regroupé de services pour 11 arrondissements. Le service offre, le centre offre des services autant en français qu'en anglais. Donc,
dès le début de la constitution de ce centre intégré de services, la Ville de Montréal a fixé des objectifs pour l'ensemble du territoire et s'est engagée auprès des citoyens de répondre à 80% des appels en moins de 100 secondes et implicitement, là, avoir un taux d'abandon de moins de 10%, parce que plus la personne reste en ligne, mais plus il y a le risque d'abandonner l'appel. Ce centre d'appel a publié récemment son dernier rapport trimestriel sur la performance et on a pu constater que tous les arrondissements regroupés au centre ont un niveau de service de 98% ou plus et un taux d'abandon de moins de 2%. Donc, on a tenu l'engagement. En 2020, il y avait 7 arrondissements regroupés. En 2011, sont 11 arrondissements regroupés. Malheureusement, l'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce a l'un des pires niveaux de performance de tous les arrondissements de la ville, avec un taux de réponse de 42% en 100 secondes et un taux d'abandon de 12%. Donc, intégrer ce centre de service, les statistiques le prouvent, c'est la chose à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Cotran, avez-vous quelque chose à ajouter? Parce que... Question de règlement. Madame Popiano a pris presque 5 minutes 30 pour répondre à une question de personne que je pense être le président de sa propre association de comtés pour Projet Montréal sur un item sur l'ordre du jour où elle va donner exactement le même discours. J'aimerais vous inviter d'assurer que les réponses soient limitées, disons, 3 minutes pour qu'on puisse au moins ce soir entendre tous les citoyens. Oui, d'accord. Alors, normalement, lorsqu'on a eu nos conseils en personne, on a donné 2 minutes pour la réponse et 1 minute pour un follow-up. Alors, 3 minutes, je pense que ça va. Point de privilège, Madame la mairesse. I don't think Magda Popiano took 5 minutes. I think it was quite a bit less than 3 minutes. And there's other planted questions here too, potentially. So Marvin Rochon coming in with that intervention is suggesting I'm going to say what I'm going to say. That's not, and he's wasting time in the council. Okay. Mr. Rochon, I will keep an eye on the clock. Thank you very much. I don't think it was 5 minutes either, but let's try and keep our answers to 3 minutes so that we can finish in good time. Okay, we're going to go to number 4 now. This is from Tony Alfonso about the NDG or Benny Skate Park, excuse me. The NDG Skate Park Coalition will be hosting an event at Benny Skate Park to raise support for a new skate park and NDG on the weekend of August 21st. There is a major crack in the middle of the park, making it almost unusable, and the fence around the park makes it unwelcoming. Can this council guarantee that they will repair the crack and take down the fence before our event on August 21st? Second question is, in the last Borough Council meeting, there was no clarity about potential locations for a future skate park in NDG, but a lot of encouragement that the borough wants to build a skate park. Can we have a little bit more information, more clarity about the possibility of expanding the area of the Benny Skate Park to meet the needs of the NDG Côte-des-Neiges borough citizens that meets the same commitment that other boroughs have given their constituents? So I'll start with the first question. J'aimerais demander, Monsieur Plante, est-ce que ça sera possible de faire les réparations avant le 21 août? Et est-ce que c'est possible d'enlever le oui, excusez-moi. Écoutez, on était en train de voir, effectivement, parce qu'on n'avait pas cette date du 21 août, là. Alors, c'est sûr que c'était pas, on ne l'avait pas planifié dans ce sens-là. On va essayer de voir dans les prochains jours. Si on est en mesure de le faire, nous le ferons. Sinon, ben, ça va aller un petit peu plus tard, mais je vous tiendrai au courant. Okay, so Mr. Plante tells us that we weren't aware of this event, August 21st, so we will do our best to do something, and thank you for holding the event to raise that awareness. In terms of your second question, we have mandated our services to give a contract to the Montreal Skate Park Skate Park Association, MSA, to do consultations, and we're hoping those consultations will be done this summer because we don't want to be the ones who decide where and what kind of skate park
is built in our borough, we would like to hear from the residents. So, Monsieur Plante, est-ce qu'on a eu des... Oui. Non, mais si vous permettez, j'aimerais juste faire un rappel, c'est qu'actuellement, les rassemblements dans les parcs ne sont pas permis, là. Alors, ça prendrait un permis d'occupation du domaine public pour le rassemblement du 21. Alors, pour le mentionner à l'association pour qu'il soit en règle lors de cet événement-là là, qui rentre en contact avec le service des sports et loisirs. Okay, so you need a permit for your event August 21st, so get in touch with our Sport and Recreation Department. Mais est-ce qu'on a donné un contrat à l'association de skate park? Non, il n'y a toujours pas de contrat qui a été donné. En fait, c'est qu'il y a une somme d'argent qui a été votée par le Conseil, oui. Mais on n'a pas eu de précision à savoir qu'est-ce qu'on voulait faire exactement. Là. Il n'y a pas eu d'indication. Alors, à partir du moment où on aura une indication de la volonté du Conseil, on verra à ce moment-là comment est-ce qu'on peut et de quelle façon on peut techniquement verser cet argent-là. Je pense que ça, on pourra peut-être préciser au cours des prochains jours et voir comment est-ce qu'on peut faire avancer. On peut l'ajouter à notre statutaire comme sujet, puis fait. on va aller à l'avance avec ça. Très bien. Monsieur Arsenault? Thank you, Madam Mayor. I just want to thank the questioner. I'm sorry, I've misplaced your name, but thank you for the question, especially regarding the state of the park and things that are really small fixes that can be done to at least bring it up to par to make it safe for users. This is something that I flagged multiple times as well, so you and I are completely on the same page, and I'll be more than happy to follow up on it over the course of summer to make sure that it gets done before August 21st. Thank you. But once again, you need a permit to hold this event because they aren't allowed right now. Alors, Monsieur. I add that thank you very much for the question, Mr. Alfonso. I noted that you live in my district. And yeah, I'm very much in favor of a new and improved skate park in NDG. I've stated it clearly. And we'll push to get that crack fixed by August 21st, hopefully. Thank you. Okay, Mr. McQueen, I don't think everyone needs to comment on every question. Like you basically just repeated what we said. So let's try and keep it short, please. OK, numéro 5, Monique Charpentier. Concernant le scrutin référendaire et démocratie, la secrétaire d'arrondissement nous a informé des modalités advenant la tenue d'un scrutin référendaire pour le projet PP 122, donc Saint-Colomba, en contexte de pandémie. Nous avons appris que le scrutin se fera uniquement par correspondance et non par voie électronique, par courriel ou en personne, comme ce fut le cas pour le registre, et que les gens auraient environ 2 semaines pour compléter leur bulletin de vote et le renvoyer dans une enveloppe préaffranchie. Le scrutin aura lieu début août et la période pour le recevoir, compléter et renvoyer l'enveloppe correspond aux 2 dernières semaines de juillet, soit en plein dans la période de vacances, celle où un bon nombre de Montréalais sont à l'extérieur de leur lieu de résidence. Madame la mairesse, Madame la conseillère et Messieurs les conseillers, pensez-vous réellement que les conditions favorables sont réunies pour que le scrutin référendaire et la participation citoyenne s'exercent dans un contexte démocratique optimal? Merci, Madame Charpentier. Est-ce que quelqu'un veut répondre à Madame Charpentier ou Monsieur Perez? Merci, Madame Perez. Merci, Madame Charpentier, pour la question. Évidemment, une fois qu'on avait ce choix à faire, ça a été une des premières questions que nous avons posées à la greffière de la Ville de Montréal avec les services pour s'assurer de plusieurs choses. Premièrement, dans un contexte de pandémie, il faut s'assurer qu'on va minimiser les impacts pour les risques, pour tout le monde. Deuxièmement, il faut s'assurer qu'on respecte la loi sur l'urbanisme, qui est un processus très strict où le Conseil a très peu de discrétion, je dirais, il n'a aucune discrétion sur le processus, donc c'est très bien ciblé. Troisièmement, il faut s'assurer effectivement qu'on puisse avoir un aspect ouvert et démocratique. Et ça fait partie de tout l'exercice. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps parce qu'on va en discuter plus tard dans le dossier, mais je peux vous dire que vos préoccupations ont été les nôtres, on va pouvoir en débattre, et que bien qu'une partie du temps va être pendant le temps des congés des vacances, ça va aller jusqu'au 8 août pour pouvoir déposer en main propre ou bien par la poste la réponse. Donc, il y aura assez de flexibilité à mes yeux, mais je suis sûr qu'il y aura des avis contraires tant qu'on pourra en débattre.
Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre, comme je ne vois pas les mains, mais comme M. Perez a dit, on va le discuter plus tard lorsqu'on discute le référendum. Alors, j'en suis sûre qu'on va répondre aux questions à ce moment-là. Alors, on passe maintenant à numéro 6, Carl Hamilton. Bank of Canada motion or how to serve the public interest as opposed to the interest of capital. In April, the Centre City Council passed a motion calling on the Bank of Canada to portray more diversity on Canada's money. This would be a symbolic step that will do nothing to ease food insecurity or stem rapidly rising rents that are financially squeezing many low-income people. Since early 2020, the Bank of Canada has maintained ultra-low short-term interest rates and kept long-term rates down with a process known as quantitative easing. In 2013, American billionaire investor Stanley Druckenmiller described quantitative easing in the US as the biggest redistribution of wealth from the middle class and the poor to the rich ever. Over the last year, household wealth in Canada increased by 22%. 90% of those gains went to homeowners. Marvin Rotran, will you encourage our two councils to pass a motion calling on the Bank of Canada to end this maldistribution of wealth? This would be a real measure that would materially benefit all low-income people. It's a matter of fairness and equity. Mr. Rotran. Thank you for your question, Mr. Hamilton. My motion at Council urging diversity be a criteria for the Bank of Canada for its future currency issues came about because the United States, the Biden administration, has said it will replace Andrew Jackson on the $20 US bill with Harriet Tubman. And they've also indicated that there'll be other special issues that will honor civil rights activists like Martin Luther King Jr., Sojourner Truth, and others. 6 years ago, I moved a motion urging the Bank of Canada to put women on Canadian money. The Queen is not there because she's a woman. She's there because she's head of state. Toronto followed, and the Bank of Canada actually said that our motions began the process that ultimately led to Desmond on the $10 bill. I think itself as being to have diversity on our money. Our $5 bill will change 2 years from now. There are 8 finalists, of whom only 2 are Caucasian, Terry Fox and Lada Hitchmanova. The others represent First Nations and our diversity. Having said that, I do not agree that raising interest rates is necessarily in the public interest. I don't have a problem with people becoming homeowners. It's actually a value that the city of Montreal supports. And if the interest rates are higher, it becomes harder for people to buy. Mortgages cost more, and it discourages young families to become homeowner. It also does not stimulate the economy. It stalls job creation. It hurts small businesses. And finally, for the municipality, it means it costs us more to borrow money for infrastructure and to improve quality of life. So I'm not sure I'm on the same wavelength as you, but I do thank you for your question. Thank you, Mr. Rotran. Mr. Rotran, I just want to point out that sometimes you freeze your screen. So I don't know if it's because you're outside, maybe a little bit further away from your Wi-Fi, but. I've been having some internet issues with Videotron. I have to call them. I don't know what it is, but the customer service is very good, but it shouldn't happen. It's been happening a lot in the last month. Okay, but sometimes when you're outside, it can be worse, but up to you. Number 7 is Cora Santiago, suspension and what it means for the borough. I believe that the Quebec Municipal Commission will soon rule on the charges against Sue Montgomery. My question is to Lionel Perez. I note that you are the current deputy mayor. If Ms. Montgomery is indeed suspended, do you become mayor or is there a by-election? Would there be time for that before the regular election in November? Thank you, Ms. Santiago. I'm just going to say a few words, Mr. Perez, and I'll pass you the parole. First of all, they're not charges. They are actually allegations against me. The charges, that makes it sound like some kind of criminal charges. It's not criminal.
And indeed, Mr. Perez is the deputy mayor, but if I am in fact suspended, I am still the mayor, and there will not be a by-election. So I will remain the mayor until the next election. Mr. Perez? Well, I would like to clarify some of what you just said. If for some reason you were to be suspended by the municipal commission for the complaints that were lodged against you, what happens is it takes 30 days before they actually take effect. So for the first 30 days, absolutely nothing changes, and Mrs. Montgomery would remain to be the borough mayor. If she is suspended, for that time, she cannot longer act as borough mayor. She might be able to keep the title, but she can no longer act, and she has no legal powers as the borough mayor. And during that time, I would take over because it's a temporary suspension. There is no by-election. And even if it wasn't temporary, in the last year of a mandate, we don't go ahead with by-elections. We just appoint somebody that's on council. I hope we could just obviously put all these situations behind us and move on and not have to deal with these things in our borough. Thank you. Not sure what you corrected. I think I said the same thing as you, that you would be the mayor suppléant and I would be suspended. Well, during the suspension, There will not be a by-election, in other words. I agree, but during the time that you would, if you were to be suspended, during that time, you would no longer be borough mayor. Right. Okay. Number 8, Paul Shore, parking permits and NDG. Hello, Mayor Montgomery. About a year ago, you proposed an idea that hadn't been talked about much before, and that is to oblige anyone who parks on the streets of the borough to buy a parking permit. You said that no one should be allowed to park their private property on the public domain. I haven't heard anything since. Does the borough intend to require mandatory parking permits? If not, will you add the proposal to your electoral program? I don't know what the other parties think of this, but you deserve to be recognized as the originator of the idea. Thank you, Mr. Shore. You're right. I have said that people shouldn't be allowed to leave private property on public space for free. I'm discussing this with my party, my new party, Courage, Keeps to Montgomery, and we're nailing down, we're talking overall how public space should be used. What is the best use of that? What's the most equitable use? Because it's that kind of examination is happening in Europe and North American cities everywhere. So we will be posting our platform soon, and the use of public space will be part of that for sure. Number 9 is Sherry Bell. Hello, Sue Montgomery. If you're reelected, will you reinstall the Terrebonne bike lane? Will it be a priority for you? Thank you for that question. As we will be getting the report later today about this evening about the committee headed by Mr. McQueen. But as you know, I was the only councillor in the end to vote to maintain the bike path. What my party will be looking at is safer ways for all forms of transportation, including walking, cycling, people in wheelchairs, people with walkers, and drivers. So what I think we need to examine and plan together with the residents is a comprehensive overview of our borough and what needs to be done to make it safer for everyone. Number 10 is Jeremy Alcaro. Denis Coderre said that he would like to remove the bike lane on Saint-Denis, which according to the most recent report is the most used bike lane in the city of Montreal. Furthermore, I recently saw on the news a media report that showed the positive economic effects of the bike lane for businesses. Why do you, Mr. Perez and Denis Coderre, not believe in evidence-based policies that keep cyclists safe and improve our city's economic resilience?
Thank you very much, Mr. Loco, for the wonderful question and to allow me to correct some misinformation that has been circulating since last Friday. Denis Coderre never said he would get rid of the Rive Saint-Denis. He never said that. I encourage you to go listen to his press conference and to listen to what he actually said. It's just a lot of spin and nuance that people are putting. What he did say was that he's going to go forward with a proper public consultation and with a consultation with the merchants and the people that are affected by the area. That's what he said. Because you yourself raised the issue that we should make decisions based on data. Absolutely, but there is no data to begin with. There's no benchmark. And unfortunately, it's not just us who are saying that there was a problem, but also the ombudsman, who said specifically with the Rev Belchasse that it was totally not done properly and there's a serious problem. So I think that we don't want to put businesses through another hell of work and work sites and loss of business. So we're going to take the time to get the data, to get the information, to do the public consultation, and then we'll reevaluate. That's the way it's done properly and not in an ideological way like Promo-Gemel does. And I will tell you one thing. Before Rev Saint-Denis, you know what was the busiest roadway and bike path that was used in Montreal? Saint-Denis. The numbers that we are seeing now are just the numbers that we're getting back to pre-COVID-19. So we're all happy that people are using it. It's great. But let's wait to get all the facts and all the data, and then we reevaluate. It'll speak for themselves. And if everybody's happy, then the decision will be that much easier. So thank you so much for that question. Thank you very much, Mr. Perez. Maintenant, c'est numéro 11. De Mme Louise Chagnon concernant le projet particulier 122, référendum et démocratie. Voter pour un référendum pour le projet PP 122, c'est engager des dépenses payées par les contribuables pour un processus qui ne favorise pas la participation démocratique des citoyens, étant donné la période des vacances pendant laquelle plusieurs résidents seront absents. N'est-il pas préférable de tenir compte du registre dont le message fort envoyé par 219 résidents est l'absence d'acceptabilité sociale pour ce projet? Merci beaucoup, Madame Chagnon. Je pense que la question, c'est pour moi. Comme j'ai dit avant, on va le discuter plus profondément plus tard et on va voter d'avoir un référendum ou non. C'est moi qui j'ai passé le week-end en parlant avec les résidents dans le coin concernant ce référendum. J'ai écouté les résidents et j'espère que je vais les bien représenter plus tard. Monsieur Perez? Oui, merci Madame Montgomery pour cette occasion. Comme elle a mentionné Madame Montgomery, on va en débattre au fond prochainement. Ce que j'aimerais soulever toutefois, c'est le fait qu'il y a eu le registre, ça ne veut pas nécessairement dire les gens qui ont signé le registre qu'ils étaient contre le projet. Hein? Il ne faut pas penser que quelqu'un qui signe le registre, c'est parce qu'il est contre. C'est très possible. Et moi, j'ai eu beaucoup de courriels qui m'ont dit qu'ils étaient pour le projet et ils veulent s'assurer qu'il aille de l'avant. C'est vrai qu'habituellement, lorsqu'on a des signatures de registre, c'est parce qu'il y a une forte opposition. Mais ici, je n'ai jamais vu ça, qu'il y a autant d'opposition, ou je dirais un peu moins d'opposition, et beaucoup plus de personnes qui sont pour. Donc, pour moi, ce n'est pas indicatif clairement qu'il y a un manque d'acceptabilité sociale. Au contraire, il y a des gens qui veulent un projet de l'avant. Et pour moi, on doit laisser la population décider pour ou contre. Madame Popiano? Merci beaucoup, Madame la mairesse. Je voulais seulement rappeler à mon collègue, M. Perez, que c'est la deuxième fois que le registre a été signé. Donc, croire que 2 fois des gens sont venus signer un registre en ne pas sachant s'ils veulent ou pas un référendum, mais il me semble que c'est un bon raccourci. Donc, on va laisser la discussion pour tout à l'heure. Comme je vous ai dit, le processus référendaire selon la loi sur l'aménagement urbain, c'est pour ça qu'elle est faite en 3 étapes. Donc, la signature des zones, l'ouverture des zones, la signature du registre et le référendum, mais on va en avoir l'occasion d'en débattre.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Numéro 12. Oui, de M. Jean Côté, concernant également le projet particulier 122 et la suite à donner au registre. Le projet particulier 122 reprend dans ses grandes lignes le projet rejeté en 2016. Démolition de l'église, construction de 7 nouvelles méga-maisons et un garage souterrain. Pour le Parish Hall, les promoteurs ont fini par promettre de ne pas construire de mezzanine, in extremis et en dehors de tout cadre réglementaire. Les promoteurs n'ont fait aucune concession ni sur le garage souterrain, ni sur la dimension des maisons, ni sur la réduction des espaces verts. Le consensus que les promoteurs auraient obtenu pour leur projet doit plutôt être considéré comme l'opinion des promoteurs et de quelques partisans. En conclusion, la population du quartier a clairement signifié par 2 fois, en 2016 et en 2021, que des éléments de leur projet demeurent inacceptables. Pourquoi les élus n'invitent-ils pas les promoteurs à rapidement retourner à leur table à dessin et à proposer un projet en harmonie avec le quartier, plutôt que de poursuivre dans la voie d'un scrutin référendaire? Merci beaucoup, M. Côté. On a eu la chance de discuter pendant le week-end ou la semaine passée sur Moncton. Et comme moi et mes collègues ont déjà dit, on va le discuter plus tard ce soir. Alors, je pense qu'on peut, on peut répondre dans ce débat. Number 13 is from... Oh, M. Perez. Une question, rien que pour rappeler, Madame la mairesse, c'est la 3e question sur le même... Oui, exactement. Donc, oui. Je pense qu'il y a peut-être d'autres questions. On va tout simplement aviser la population que toute prochaine question va être prise lors du débat. Merci. Exactement. Numéro 13, c'est Jeanne Wu. I would like to bring your awareness of a serious crime against humanity. July 20th, 21 marks 22 years since the Chinese Communist Party launched a systematic and brutal campaign to eradicate the spiritual discipline of Falun Gong, a traditional spiritual practice centered on the principles of truthfulness, compassion, and tolerance. To this day, the persecution in China is still going on, while the CCP continually covers up its crimes. Thousands of innocent people have suffered from these inhumane conditions. For profit, even vital organs are extracted while the victims are still alive. As the federal government is discussing to pass Bill S-204 to prohibit Canadian citizens to go abroad to accept illegal consent organ transplantation, I humbly am asking my city to pass a resolution informing our residents about this serious matter and condemning the persecution and the organ harvesting of Falun Gong practitioners in China. I am available to answer your questions. Thank you very much, Ms. Wu, for this. Obviously, trafficking of human organs is horrific, and you know, I'm glad the federal government is moving to prohibit this type of organ transplant. I'm not sure what we can do as a borough, how much power we have to stop this, but perhaps the city council could consider such a motion. But I'm sure that all of us as councillors will support the bill at the federal level in terms of letting our MPs know that this kind of transplant should not be allowed. Number 14 is from Evan Thompson, again about the skate park. There were many positive statements from the mayor and councillors at the last meeting to the 3 questions regarding skate parks and NDG. We appreciate the enthusiasm. The mayor stated that the decision had been taken by the council to allocate money for the Association Skateboard Montreal to hold a public consultation on the details of a new skate park. Please provide a status on the contract with the ASM to start this consultation and a timeline for holding the consultation. Will the consultations be held before the election? Thank you. Thank you very much, Mr. Thompson, for the question. As I said earlier,
we have allotted the money for the association, and I will put it on the agenda for my weekly meeting with Mr. Plante, that we get moving on getting the association going on these consultations. And I want them to be done before the election. Absolutely. Mr. Roton? Thank you. Mr. Thompson, there is a consensus among the councillors, no matter which party label they happen to have or whether they're independents, that our facilities in the borough for meeting the need for skateboarding are inadequate. We have a facility. It serves part of the borough, not the rest of the borough, and we often hear that it's not in good condition. In our discussions, we did agree to put some money forward for a consultation, but I don't want people to get ahead of themselves and think that automatically means that in the next couple of months there'll be a state-of-the-art skateboard park in our borough. That takes big time money, it takes planning, and we're not at that point yet. It also will require a consensus about where to put the skate park, because this is a big borough, goes all the way from Montreal West to Outremont, and demands come from everywhere. It's got to be done within our capacity pay. But the good news is there's a consensus among the councillors. We might often disagree, but this is one thing that we agree upon, and I trust that you'll be part of the dialogue that will help everyone in a non-partisan way come up with the best solution. Absolutely. And of course, the association, they are the experts in holding this. Holding these kind of consultations, so we have trust in them. Number 15 is Al Klein, recent motion denouncing anti-Semitism, IHRA, and Kathy Wong's comments. My question is about the recent motion denouncing the anti-Semitism violence in Montreal tabled by Ensemble Montréal at the last City Council. I find it very revealing that it was the opposition and not the mayor's office and Projet Montréal that tabled this motion. I would have thought that denouncing hate of any kind, including Jewish hate, was a commendable thing to do, like the administration did with the declaration denouncing the tragic and Islamophobic attack in London, Ontario. I also find it revealing that the version negotiated with Kathy Wong removed any reference to the Israeli-Palestinian conflict, as though to sanitize the fact that some people may use this as a pretext for anti-Semitism. Mrs. Popiano, is the most recent hate incidents and crimes against the Jewish community not a proof that we need to adopt IHRA in Montreal? If the Quebec government can do it, why can't Projet Montréal? Second question is for Lionel Perez. Please share your views on my comments. Alors, premièrement, Madame Popiano. Thank you, Ms. Mercier. Thank you, Ms. Klein. My positions have always been very clear, I repeat it, and my action have actually favored the reciprocal and the respectful understanding between the different communities in Montreal and the living together in peace. And my objectives have always been open to diversity and very respectful. Of course, we have a duty to fight intolerance and hatred on a daily basis. You know, I repeat, Montreal's Jewish community has shaped Montreal's resilient and vibrant character. The contributions is expressed in all spheres of society, economically, politically, as well as culturally and socially on ongoing basis, and I'm very thankful. Unfortunately, anti-Semitic attacks are still taking place in our society, and we must fight them with all our strength, with all our energies. But today, for another time, I wish to reaffirm our commitment to the Jewish communities that we will fight firmly against racism and discrimination in Montreal, and the fact we are more determined than ever. In fact, for the first time in the history of Montreal, we will be able to count on a commissioner for the fight against racism and systemic discrimination, whose mandate will be to implement structural and cross-cutting measures for a more just, egalitarian and inclusive city.
In the same time, the Committee of the Presidencies has taken up the issue and has begun its meetings on the definition. I understand the symbolic value of the definition, but I really believe it requires non-partisan support to allow City Council to be united in a common position. I respect your opinion. I respect the work was done and it will be done on these issues. Thank you very much, Mr. Mayor. Thank you, Mrs. Popiano. Mr. Rochon, your hand is still up. I assume that's all, not, but a former hand. Thank you. So I'll just on the second Okay, question. yeah, sorry. Go ahead, Mr. Perez. Thank you, Mrs. Montgomery. It says fun, but I think it's maybe a mistake. If it's Ms. Klein or Mr. Klein, I'm very concerned as well. We've heard from the Projet Montréal administration all the proper inclusion words, all the slogans, all the catchphrases that they're against this, they're against that, and they want to condemn it. But when it comes down to really showing action, they're not willing and they're unable to do it. What we experienced in Montreal last month with the attacks on the Jewish community was never seen before. For me, it's a real paradigm shift. People were simply targeted because they had a mezuzah, a little box with a scroll in it on their door because they looked Jewish, irrespective of what was may or may not have been happening in Israel and Gaza. Regardless of our position, regardless, it's irrelevant. We cannot tolerate for it to be attacked. And the mayor of Montreal, Madame Plante, all she issued was a very timid tweet the day of. No public pronouncements condemning it, no declaration. As you point out, it was us who needed to bring it up. And then Mrs. Wong sanitized it as if to pretend that unfortunately because of a foreign incident, it can generate hate. It did, and it does, and it's unfortunate, and it's not everybody. And we can have intelligent discussions on policies and on international affairs, including that conflict, without resorting to violence. We're talking about arrest. So the IHRA is the examples that they bring out are exactly the kind of incidents that we want to avoid. And with respect to Mrs. Popiano, she's incorrect. The Commission of the Présidence has finished its so-called study of it. They touched upon it for one session. There's nothing further, and just a question of political will. No one should be disillusioned to think that Projet Montréal wants to deal with this because of their internal problems. Now, I will finalize, Mrs. Montgomery, to say that at the end of the day, all the contacts, everybody who contacted me said, where was Mayor Plante on this? Why didn't she denounce it? Not even once publicly. It's a real shame. Thank you very much. Number 16, Jason Hughes. Excuse me, Mayor Montgomery, I have asked several questions at the Borough Council over the past year about vibrations where I live. I am very dissatisfied with the current procedures. It is not fair to citizens that we are not able to ask follow-up questions to seek additional clarity. Our limit is 1,000 characters per question, yet you and city councilors often respond with answers that far exceed that number. The Municipal Public Consultation Office has permitted live questions on consultations. This borough enabled citizens to engage live during the Empress consultation last December. Yeah, I hear somebody's. You did not indicate any commitment to making changes in your responses to previous inquiries about this process. Why are you not moving forward to integrate live questions asking in Borough Council meetings? This technology exists. It appears the political will is absent. Others share this concern. Will we be able to look forward to asking a question live in August? Thank you, Mr. Hughes, for your question. Believe me, I'm as sick to death of Zoom as everyone is, and I would much prefer that we have our councils in person. I prefer that. That being said, I think it's important that we have
interaction with residents. And I'm hoping that when we're allowed that we can have some kind of hybrid council so that those who are unable to make it in person to council can also interact online with us. I think you know, we learned a lot during this pandemic of what is possible. I'm going to add this to my list of things to discuss with Mr. Plante in our regular meeting this week and see if we cannot have something in August. I think we are all hoping that come September, we will be back in the actual council chambers. But in the meantime, let's see if we cannot get a better interactive system going. Mr. Rochon? Yes. Hello. Thank you for your question. A similar question came up last month and at City Hall from an NDG resident with a very similar view as yours. We will eventually go back to being in person. It's not our decision. It really is the health authority. So just a question of time when they allow that to happen. But having said that, not everyone opposes Zoom as a way to interact. And one thing I think we can all say is the type of functioning that we've had the last year at least allows more questions and more diversity of questions. That's a positive. A month ago, we said that we'd be very open to a hybrid model. People would you know, have questions in person, but others would come in via email or registering through the site. Some boroughs, like Plateau-Mont-Royal and Rosemont, were actually doing that pre-COVID. And I think we should be looking at it as well, because sometimes people can't go to the borough council. And there have been times when we got like 15 to 20, sometimes 25 people showing up. With this, we've had as much as 80 questions or 100 questions coming in. Tonight we have 25, which is still a very respectable number. Having said that, I'd like to find a balance between the two. I sense that there's a consensus on the borough council, so it becomes a question of technology and a mandate being given to our services to tell us how to do it and what it would cost to do it. And that's all we need to do before we take a decision. Thank you, Mr. Rochon. Now, number 17, Susanna Sear. My question to Mayor Sue Montgomery is, can whatever traffic study that was done regarding that proposed bike lane be made public? If there is no traffic study, is this a similar gesture to what Councillor McQueen did last year on Terrebonne, which was to claim a public consensus for the bike lane when in fact there was none? At the Borough Council meeting, Councillor Peter McQueen promised good news coming this month about a new bike lane on Summerled. My question to Mayor Sue Montgomery is, can whatever traffic study that was done regarding that proposed bike lane be made public? If there is no traffic study, is this a similar gesture to what Councillor McQueen did last year on Terrebonne, which was to claim a public consensus for the bike lane when in fact there was none? So thank you very much, Ms. Sear, for your question. Mr. McQueen is tabling his report tonight on the aftermath of the Terrebonne bike path. I'm not sure if that is what you are referring to. I don't believe there will be a bike path on Summerled. We haven't discussed that. It is a bike. It has a bus route on it, so it makes it difficult for a bike lane. So I'm going to pass your question over to Mr. McQueen. Perhaps he can clarify what or answer your question. Thank you very much for your question, and this is Siri. I have several elements of good news for you, but first I just want to clarify that it was not me who claimed there was some absolute consensus about the Terrebonne bike path last summer, not at all. Clearly is a very divisive issue. We all voted for it right after the pandemic scare. You know, we were getting all kinds of emails of people very, very scared about catching COVID and about how much space they had to walk and bicycle in. And then when it came to the vote in September, as Mayor Montgomery said, we all voted to take the path down except she herself. So, but this year we have good news. The committee did a lot of good hard work. The committee had representatives from all points of view.
and they have decided to look at a couple of options, but only look at them. They want the services to look at them first, which is a given anyways. And this will all take time, so nothing will change this year, but hopefully next year we could potentially have one-way traffic, one-way car traffic on Terrebonne, as we'll discover when we discuss the subject later, and possibly also a bicycle path on a small section of Summerlet between Walkley and Grand, and all of that without removing any parking, because it's clear that parking is an important issue for the residents of all sections of NDJ. All this, of course, as I said before, will have to be vetted by our services for absolute safety and for the exact configuration. So thank you for your concern, and we continue to move forward looking for solutions on this very complex issue. Okay, I'm going to keep going because I think we can't use up time with everybody weighing in on every single question. That's okay. I'll forego speaking if Mr. Rochon, he put his hand up before me. No, mine was on the last subject. I'm sorry, I just forgot to take down my hat. I have a lot to say on this, but I will only say it when the item comes up, when it's tabled. Okay, I think that's a good idea. So we can get all the questions answered. I agree. I just, the only comment I will say, Mrs. Montgomery, is that I don't appreciate the whitewash that Mr. McQueen tried to put in terms of the historical, narrative. But anyways, we'll have a chance to discuss it later. Thank you. That's right. Let's save our debate for later, please. Okay, number 18, Devin Vincelli. Mr. Perez, you have said that Borough of Côte-des-Neiges-NDG doesn't receive enough funding and that you and your team believe you are best placed to fix the situation. However, you have been part of the governing Montreal administration for years. Under Tremblay and more recently under Coderre, and in the last Coderre administration, city transfers to the borough shrank by 1.6% even before snow removal was centralized, without even counting inflation. Meanwhile, since 2017, city transfers to the borough have increased every year. Why should the residents trust you on this file? Mr. Perez? Mr. Vincelli, thank you so much for your question. I really would love to find out where you're getting your numbers from, because those numbers that you're citing are not the ones that the Auditor General are actually citing. If anything, in the last mandate, especially when I was responsible for infrastructures, Côte-des-Neiges had record amount of money for its capital works budget. Never in the history of Côte-des-Neiges did we get as much money as we needed. Basically, the tap was open and we didn't have to stop when it came to capital because we had so much catching up to do. In terms of the operating budget, while there were some adjustments, we put in place the reform of the financing for the boroughs. And guess what? Côte-des-Neiges got more money because of it. I will invite you to read the Auditor General's report, which in this report, which was tabled last week, said clearly that in the last 5 years, under Projet Montréal, the transfers to boroughs have not kept up with inflation. We're talking about 3.47% increases of expenses, but only 1% of transfers. So I thought me saying this, it's the Auditor General that's independent. So I'm going to ask you to read the report and look at the numbers again, because I will gladly stand on my record when it comes to those issues. Thank you very much. Okay, Sandrine Campo, permit delays. I would like to understand why the borough couldn't anticipate and better plan the high demand for permits. This lack of planning is not only a disservice to residents, but also to small business. 8 weeks is unacceptable. Peter McQueen and Sue Montgomery, why wasn't small business prioritized for permit requests? The long delays can significantly impact a business that has to either relocate, expand, or change its location. During COVID, this would have been especially important. Moving forward, what steps will you be taking to support small business? So thank you very much, Ms. Campo. I think COVID, first of all, caught everybody off guard in terms of how much
construction and demand we would see on our borough. And in fact, a large part of our surplus is due to the fact we had such a demand for permits. So obviously the department was overwhelmed. However, we have hired another permit person with some of our surplus money. And also I think, I'd like to say that our economic Development Commissioner Pierre Bourgault has done an amazing job in supporting small business and working together with them to help them through this extremely difficult time. And of course, the small businesses are very important for our borough, whether that be on Côte-des-Neiges or on Victoria or Summerled or Sherbrooke or Monkland and Queen Mary. All of them are very, very essential for our borough, and we want to support them. So obviously, it's up to our permits department in terms of the priorities. I'm not sure if they prioritize one permit over another. Perhaps Madame Bédard, if she has proper internet, I know she had an issue. Madame Bédard, est-ce que vous pouvez répondre à cette question concernant les petits commerces? Oui, pour ce qui concerne la priorisation des permis, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a affecté une personne pour les certificats d'occupation pour accélérer la délivrance des certificats d'occupation. Alors ça peut aider substantiellement là, les petits commerces, effectivement, pour cet été. On est très sensible à la question et puis quand c'est possible, on accélère le processus. D'accord, merci. Monsieur McQueen? Yeah, thank you for the question, Sandrine. Just to translate what Madame Bédard said, our services are trying to speed up occupation permits for small businesses. And finally, we had a long talk last week. I know you've got a lot of good suggestions for Sherbrooke Street. I took them well in note. And like I said, an initiative on graffiti is starting again immediately this week. And we're going to be cutting some bigger spaces for the trees, which will allow some plantings on Sherbrooke Street. Thank you. Okay, number 20, Normand Sabin. Mr. Arsenault, speed bumps are placed to increase safety. How do we measure this benefit? How do we quantify safety? The objective measure is accident rates. Best borough between Summerled and Terrebonne has been marked for 2 speed bumps. I have lived on this block since 2009, and there has never been a speeding related accident as corroborated by neighbors. The accident rate on our block is therefore 0 over 10 plus years, despite the fact drivers speed every day. I would say this is strong evidence of safety. Speed bumps are not benign. Their downside includes driver injury, speeding to make up for lost time, attention focused on the bumps instead of school children, repeated stops and starts with excess GHG emissions, making beautiful streets look ugly, increased noise at the bump, and substantial cost. Christian, can you explain the benefits for these 2 speed bumps? And if the harms outweigh the benefits, can we cancel? Alternatives, can we hold a referendum? Thanks. Mr. Arsenault? Thank you, Madam Mayor, and thank you, Mr. Sabin, for the question. I don't think I agree with all of the premises and everything that you said there, but we can hash that out when we have a little bit more time, perhaps one-on-one, and you're always more than welcome to get in touch. As far as the borough's policy towards speed bumps is concerned, this is something that we've standardized over the past several years. It goes back to before this administration. And to be honest, it's something that we generally hear a lot of desire for, especially near Cavendish. It's not every block that wants or needs them, although we have seen a tendency for motorists to pick the few blocks that don't have speed bumps now that they're more common in NDG, and go flying down those. So it almost becomes a question of filling out the system. But especially close to Cavendish, it's one of our go-to traffic calming measures. I understand that you feel that your street doesn't need them. Unfortunately, I think it is too late given that we've already approved the contract.
Fortunately, they do not cost that much money. I did the math on this summer's speed bump contract, and the average came out to something like $10,000 per block, which, you know, it sounds like a fair bit, but in the context of our borough is reasonable. Our borough budget is reasonable. So listen, this is something that we've been doing for years. Like I said, if you want to discuss it further for other streets in the neighborhood, then you're more than welcome to get in touch one-on-one and we can discuss it further. In the meantime, though, especially given that it's near Cavendish, I'm comfortable with the borough's decision to place 2 bumps on Bessborough. Thanks for the question, though. Thank you very much. We will go now to number 21 from Andrea Falconer. Madame Popiano, what is the position of Projet Montréal on making it mandatory for residents to pay to park on the street? Mayor Montgomery championed that idea last year, saying residents should not be allowed to store their private property on the public domain. She said that there should be a requirement to buy a sticker for every car, including on quiet residential streets where there is no problem finding parking. This sounds like something Projet Montréal has advanced in some boroughs such as Plateau, Montréal. If elected to majority on the borough council, would your party adopt such a policy for 2022? Before I pass over the parole to you, Madame Popiano, I just want to point out that that my party will be looking at the use of public property and how we best and equitably share that property. Right now, there are a lot of cars parked on the street, that's true. And as more and more families acquire even more cars, it's becoming a real problem. So it's something my party wants to look at overall and decide then what we would do. Madame Popiano. Thank you, Ms. Mayor. Thank you very much for your question, Ms. Falconer. So actually the borough has a bylaw that was improved during the last mandate for the implementation of reserved on-street residential parking. It is clearly indicated that the installation of reserved on-street residential parking is done at the request of a determined number of residents of the street. So these requests are made in the vicinity of major institutions, hospitals, universities, and I know very well in Côte-des-Neiges, schools, commercial areas, etc., to protect actually the parking of residents. So in Projet Montréal, we believe in the local decision making for local issues. We do not impose without distinction the same policies everywhere. There will always be policies that work best in some boroughs compared to others. But I'm telling you, this doesn't mean we don't believe that policies like this are not justified, but that they should be applied where the nature of the area, as well as the current levels of demand and supply for parking in an area just justify it. There is no one size fits all, and policies such as this must be done on a case-by-case basis. Thank you. Thank you very much, Madame Piano. Maintenant, Christine de Castelbajac. Concernant un plan de patrimoine dans Notre-Dame-de-Grâce, cela fait bien longtemps maintenant qu'aucune politique de sauvegarde des bâtiments et sites patrimoniaux n'a été envisagée dans Côte-des-Neiges-NDG. Nous venons d'assister à un deuxième processus de registre dans le projet PP 122 qui, à 4 ans d'intervalle et après de nombreux changements de propriétaires dans le quartier, a à nouveau remporté un succès fracassant. 224 en 2017, 219 cette année. L'amour pour notre quartier ne se tarit pas. La population tient à ses enclos paroissiaux et ne veut pas donner de chèque en blanc aux promoteurs. Les habitants du quartier ont rempli leur devoir de citoyens jusqu'au bout. Alors, mesdames et messieurs, c'est maintenant votre tour en tant que conseiller. Allez-vous enfin, dès votre prochain mandat, élaborer un règlement en ce sens? Merci beaucoup pour cette question. Et je vais passer la parole à Madame Popiano qui connaît ce dossier de patrimoine très bien. Et elle est sur le comité exécutif au centre-ville. Madame Popiano.
Merci beaucoup, Madame la mairesse, mais c'est un sujet qui devrait toucher tous les conseillers, vous-même, Madame la mairesse, puisque nous avons beaucoup de bâtiments patrimoniaux dans notre arrondissement, entre autres des églises qui, on sait, elles sont pas fréquentées ou qui sont en danger. Elles ont besoin de beaucoup de réparations. Et bien sûr qu'il y a tout le monde devrait s'inquiéter. Le cas de Saint-Colomban, c'est un cas d'espèce. Et on devrait tous se soucier de la protection du patrimoine institutionnel qui a été bâti avec l'argent public, l'argent commun, donc il devrait servir aussi toutes les personnes. Bien sûr que je m'inquiète de l'avenir, que ces bâtiments institutionnels deviendront des condos, on l'a vu ailleurs à Montréal. Et puis, je tiens à vous rappeler que j'avais demandé dès le début du mandat de donner un mandat. Il y en a des compagnies qui font les analyses, comment protéger les églises, comment protéger ces bâtiments institutionnels, quelles seront les possibilités, les avenues afin de les valoriser. De l'autre côté, même dans l'ouest de notre arrondissement, on a besoin des espaces socio-communautaires. Donc, un plan et une planification à long terme s'imposent. Merci beaucoup, Madame. Merci. OK, on passe maintenant à 23, Céline Trudeau. Concernant la réduction du parc immobilier résidentiel. Quelle est la position de votre parti sur la réduction du parc immobilier résidentiel dans le secteur Notre-Dame-de-Grâce via la transformation d'un immeuble zoné résidentiel pour devenir un immeuble institutionnel? Ma question s'adresse à M. Lionel Pérez et ensuite à Mme Soumongoma. Merci beaucoup, Mme Trudeau. Elle demande d'abord à moi-même, Madame la mairesse. Ah oui, OK. Moi, j'ai aucun problème. Vous pouvez aller en premier avec plaisir. Qu'est-ce que vous avez? You can go ahead first if you like. No, go ahead. OK. Merci, Mme Trudeau, pour la question. Donc, vous soulevez évidemment une question qui est très large. Hein? Et évidemment, sur le principe, on est tous ici des élus qui sont très préoccupés par la diminution des logements résidentiels. C'est pour ça que nous avions tous adopté un règlement pour justement interdire les divisions et conversions pour juste maintenir notamment les logements locatifs dans notre arrondissement, entre autres à cause de la crise et à cause d'autres effets, Airbnb et j'en passe. Concernant l'enjeu des institutionnels, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre sur la taille en question, ça va prendre du besoin, sur le niveau de nuisance, sur le niveau de précédent que ça peut apporter. Donc, ça va vraiment dépendre de plusieurs facteurs, mais je dirais que sur le principe, c'est quelque chose à éviter. Ça peut se faire de façon exceptionnelle. Alors, moi, je pense que ça va devoir étudier. Je sais qu'il y a un dossier en particulier qui vous préoccupe, évidemment. Alors, c'est quelque chose que ça me fera plaisir de pouvoir discuter avec vous. Merci beaucoup. Alors, je dois dire que je pense que vous parlez de LCC, l'école de LCC, mais à part de ça, on n'a pas transformé, on n'a pas réduit le parc immobilier résidentiel dans notre arrondissement via la transformation d'un immeuble zoné résidentiel. Et dans le cas d'LCC, on est loin de là. C'est un long processus pour un changement de zonage. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Bon, on va maintenant numéro 24, Monica Skonechny. Excusez-moi, sorry for massacring your name. On September 4th, 2020, I filed a noise complaint with the city regarding a new mechanical equipment installed at the back of a commercial property located at 5785 Sherbrooke Street West, number 1, and across a laneway from my property. A city inspection confirmed elevated noise levels. A letter of violation dated October 2nd, 2020 was sent to the property owner
owner, directing them to correct the issue within 5 days of receipt. Over 260 days have passed since then, and to date, no substantive steps have been taken by the property owner or commercial tenant to eliminate the source of this noise pollution. Since September 2020, 4 different inspectors have visited my property over half a dozen times to confirm that the noise exceeds the limits of the city's noise bylaws. The latest visit was on May 18th, 2021. My question is, at what point does the city's HVAC contractor acoustics engineer get involved to resolve an ongoing noise bylaw violation? Thank you very much for this question, and I'm sorry that you're having so many issues with noise. Je vais passer cette question à Monsieur Plante pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème de bruit avec nos règlements. Savez-vous? Ben, écoutez, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on fait des visites sur place et cette adresse-là, je suis pas mal sûr, oui, qu'on est déjà allé, là, comme on disait dans le passé. Évidemment, on mesure selon les taux de décibels que nous avons au règlement. Bon, dans ce cas-là, on pourra y retourner. Souvent, le problème qu'on a, c'est que c'est variable. Hein? Alors, parfois, oui, le jour, par exemple, le bruit peut être moins fort. La nuit, ça peut être plus important. Alors, on comprend tous les désagréments que ça peut causer. Et c'est vraiment en envoyant des inspecteurs. Donc, dans ce cas-ci, on va voir ce qui a été fait et si on peut refaire une visite et peut-être à des heures différentes là, pour essayer de trouver des solutions là, avec les citoyens. Alors, avez-vous une suggestion pour cette résidente? Est-ce qu'elle peut contacter quelqu'un ou… Ben, écoutez, étant donné qu'on a la question ce soir, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier avec les gens de permis et inspection et on va entrer en contact. Là, je comprends qu'on doit avoir les coordonnées de la dame. Là. On va entrer en contact avec elle pour voir, un, ce qui a été fait et deuxièmement, ce qui peut être fait là, au cours des prochains jours pour essayer de soulager là, ce problème-là. OK, d'accord. Madame Ramirez. First, I just want to translate for Mrs. Sconacetti. I was just going to do that, actually, but okay, go ahead. I'm also going to ask a question. So, Mr. Plante is aware, it talked about the process you're already familiar with. The inspectors coming, as you said in your question, they've been there many times. So my question now to Mr. Plante and Madame Bédard is, what about the legal process? Even if the decibels are too high, which the readings may have shown. Point of order, Madam Mayor. Point of order. Mr. Ursner? It's citizen question period. If Mr. McQueen could maybe save the questions and not take up the last 15 minutes, it would be great. This is an important issue for my constituent. I don't deny it, Peter. Yeah, I know it's true, and you can ask the question when you ask the services or the council. Okay. Okay. Well, Thank you. So we have one question left about St. Columba, and since we have time remaining, even though it's a question number 4, we will allow it. Nina Fana. I am concerned about the decrepit state of St. Columba Church and the impact on the surrounding neighborhood. It is time to move forward with projects like the one we have before council. I will respect the democratic decision if people vote in favor or against, but I believe we need some finality on this matter. Democracy is a beautiful thing, but we must let the people decide. Don't block the people's will. The arguments against having the referendum don't hold water and are excuses to block the project as far as I'm concerned. Mr. McQueen, will you vote in favor of the referendum to allow your residents, the citizens who will be most impacted by the new project to decide? Mr. Perez, the same question. So do you want to answer now or we're going to debate it later? Give an answer now. Thank you very much for the question, Mrs. Fana. Yes, I'm going to vote against the referendum. I completely respect your concerns. They are very serious concerns. But one question I'm going to ask, and I think it's an important question, what if the referendum is allowed to happen, it goes ahead, and it still loses? Then what happens to the church property and its condition in the coming years? So I think that is an important question you yourself would be concerned about.
And, the fact that this referendum happens in the middle of summer, right at the 1st of August, our borough, we've been accused before of trying to hold consultations and votes right in the middle of summer, and people can use that. It's not a good situation whatsoever. And unfortunately, we're bound to that timetable by the provincial law. So this is a very unfortunate situation, which in my opinion means that the referendum is a dangerous, potentially unrepresentative, rather than a democratic vote. Okay, and Mr. Perez, voulez-vous répondre? Oui, je vais être très bref. I'll be very brief. I intend to vote in favor of letting these people have the voice. You have to understand, it's not a referendum for the entire borough or the entire NDG community. It's really limited to the people that are most affected. And if we are going to give democracy any meaning, then this is the very precise type of situation and case that we want to have a referendum. We've seen there's positions on both sides, and they're both justifiable, and they have sound reasons. And I think that we have to go to the logical conclusion, which is to have a referendum. As Mr. McQueen pointed out, the timeline is one that is decided by law. We don't have a discretion. There's no doubt that a summer referendum is not ideal, but because it's bound by law, because we have to follow that, it's the time that we have to respect. And I believe that with the measures that are put in place, it will allow people to vote even after the legal construction holiday period. So I think that we will be able to have a representative voice and allow people. And I look forward to expanding on that later on. OK, on passe maintenant, c'est la fin de la période, pas la période de questions, mais c'est la fin des questions. On passe maintenant à 10.06, période de questions des membres du Conseil. On a 15 minutes pour ça. Monsieur Vautrin. Merci. J'ai quelques questions pour M. Plante, mais je vais être relativement rapide. Première question. Comme la question de Mme Campo, j'ai des marchands sur Queen Mary qui disent qu'il y a des délais très longs pour avoir leur permis d'occupance. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le backlog exact et est-ce qu'on peut chercher des ressources additionnelles pour émettre les permis? Je comprends que notre dose est surchargé avec travail, comme le dossier Westbury qui passe le Conseil ce soir a pris énormément de travaux par ce service. J'aimerais savoir quoi exactement le portrait des nombres des demandes de permis qui ne sont pas traitées. Oui, alors, écoutez, effectivement, en fait, on est un peu dans une tempête parfaite, c'est-à-dire qu'il y a les permis pour les commerces qui arrivent à ce moment-ci, et il y a également un grand nombre de permis, un peu comme Mme Bédard l'expliquait, autant des permis de rénovation que des permis de construction neuve. Alors, on a ajouté du personnel. On essaie de... Évidemment, on tient compte du fait que pour les commerçants, il y a une urgence qui est encore plus grande. Donc, on essaie de les maîtriser, mais c'est sûr que ce n'est pas toujours évident. Alors, on a encore besoin de quelques semaines avant de pouvoir traiter l'ensemble des permis, mais je vous dirais que cette situation-là, on la retrouve dans à peu près tous les arrondissements de Montréal. Et tout le monde est en train d'essayer de régler la situation le plus rapidement possible. Merci. Deuxième question. J'ai des plaintes de le parc Van Horn, des gens qui jouent échecs. Il y a des tables d'échecs. C'est grand réussite, mais celle qui joue échecs dit maintenant que les joueurs de poker ont pris contrôle de ces tables. Est-ce que tout le monde peut l'utiliser n'importe quelle fonction ou est-ce qu'ils sont vraiment réservés pour l'échec? J'aimerais avoir une réponse claire parce que ça commence à être vraiment chaud entre les deux groupes dernièrement dans ce parc. Ben, je vous dirais qu'il n'y a pas de différence entre les deux. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des jeux d'échecs qui sont gravés sur les tables, mais il n'y a pas de règlement qui, par exemple, oblige les gens à jouer aux échecs sur ces tables-là.
Malheureusement, je voudrais qu'on est dans un problème de cohabitation. Si jamais la situation dégénère, c'est plus la police, le SPVM qui pourrait intervenir, mais de notre côté, il n'y a aucune réglementation qui oblige les gens qui s'assoient à ces tables-là à ne jouer uniquement qu'aux échecs. Merci, ça va être clair. Ce n'est pas la réponse sans doute qu'il veut entendre, mais c'est clair. Finale question touche le rapport de Terrebonne. Le comité n'a pas endossé une piste cyclable sur Terrebonne, ni cette année, ni dans l'avenir non plus, mais il est ouvert à une étude de circulation si la route Terrebonne devienne sens unique. Et ça a récolté la seule grande majorité dans le rapport. Tout le monde veut que la ville faire une étude. Mais il y a aussi 4 membres du comité qui semblent dire qu'on peut convertir Terrebonne en sens unique et faire un projet pilote cette année qui va certainement créer des remous parmi la population. Pouvez-vous me rassurer que Terrebonne ne devienne pas un sens unique cette année comme M. McQueen et quelques autres membres du comité a écrit dans le rapport? Ben, tout d'abord, on doit préciser que la rue Terrebonne est une rue artérielle, donc qui n'est pas sous notre juridiction. Alors déjà, juste cet élément-là devrait être suffisant là, pour démontrer qu'on ne sera pas en mesure de procéder à ce genre de changement-là dès cet été. Deuxièmement, évidemment, un changement de sens ou dans ce cas-ci, une interdiction de sens doit nécessairement être fait après que des études, des impacts que ces changements-là amèneraient sur les rues avoisinantes, évidemment. Ça va nécessiter une étude, donc clairement, on ne pourra pas faire ce genre de changement-là pour cet été. Merci. Je pense que la majorité des gens qui écoutent vont penser les gros bons sens dans vos mots. La dernière clarification concerne ce rapport. Le mois dernier, M. McQueen a dit qu'on va avoir une piste cyclable sur Summerled. J'ai lu le rapport. Le comité n'a pas dit qu'il va avoir une piste cyclable sur Summerled. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les cartes ou non? Écoutez, pour Summerled, je n'ai pas, moi, d'informations actuellement comme quoi qu'il y aurait une piste cyclable sur Summerled. C'est une des choses qui est mentionnée dans le rapport, et M. McQueen a mentionné au Conseil, soit en mai ou le 7 juin dernier, comme attendez-vous dans une enceinte-là, mais je n'étais pas capable de le retrouver. Okay. C'est mentionné dans le rapport que quelques membres le veulent, mais ce n'est pas une recommandation. Okay. Non, écoutez, moi, je n'ai pas de nouvelles là, sur... Okay. Vous voulez une réponse, M. Bertrand? Sure. I'm a fair guy. Go ahead. Yeah, several members of the committee were interested in it, especially the principal of Mark Favreau School. So that's where the idea originated. So that's one thing I wanted to talk. And then 2, definitely not this year. Like any changes, the services have to study them. So there are 2 elements of the answer. Thank you, Peter. I'm looking forward to discussing the report with you a bit later this evening. Me too. I have 2 questions, Mayor Montgomery. Yeah, I see your hand. Mr. McQueen, go ahead. Yeah, OK. Première question alors pour M. Plante ou Mme Bédard sur la question concernant le bruit, Melrose et Sherbrooke. Alors, c'est juste la question, d'habitude, quel est l'échéancier pour les changements ou amendes pour le... Peut-être que Mme Bédard aurait plus de détails là, à savoir le nombre de jours qu'on donne pour que des corrections soient apportées. Je ne sais pas si elle est en mesure de répondre. Sinon, c'est le genre de réponse qu'on pourrait vous fournir là, demain. Je n'ai pas exactement ces détails-là. C'est juste parce que maintenant, c'est l'été, les fenêtres sont ouvertes, alors c'est pire. Alors, j'espère qu'on peut agir rapidement. Oui, mais vous comprenez que malheureusement, le règlement ne tient pas compte là, des saisons. Là, alors, c'est sûrement au moins une trentaine de jours habituellement là, pour normalement la norme. OK. Second question is for Mayor Montgomery and possibly for Mayor Perez. I was a bit upset at question period today. I do think privileges of several councillors were perhaps attacked. Is there a list of anti-parliamentary words here in the borough? Is it the same list as downtown? In other words,
whitewash and planted question on the list. That's one thing. And two, Mayor Montgomery, you had committed to doing a precise counting of how much time different councilors are talking. Were you doing that tonight? Was somebody keeping track of how much each of the councilors spoke? Peter, you said the question. Pardon, Mr. Olson? Peter said the word planted question. He's asking a question privilege about himself. Yeah. Mr. Perez used the term. Okay, excuse me, but I do believe that the list is the same as downtown, and but can you raise these points of privilege at the time rather than, you know, minutes later? Like I thought we were not, as in downtown, you're not supposed to raise points of privilege during the question period of the public. So I'm asking. Okay. If I may intercede, Madam Mayor? Yes, go ahead. So as far as I know, there is no official duplication of the list from downtown, from City Hall. We have our own independent process. You as chair can decide to use that list or not use that list. I like to think that thankfully we don't have to resort to it as often as the case downtown. I like to think that we've always, in general, regardless of the council, have been able to, to have civil discourses and avoid using pejorative terms. If Mr. Montgomery was offended by the term, I'll retract the word whitewash and I'll replace it with, historic revisionism. Okay, and I don't remember saying that I was going to keep track of time that everybody's speaking. We have 15 minutes in this period and we have 90 minutes in question period. I've asked councilors to keep their answers to like a couple of minutes, but I don't have a timer. So what about the element you said, people have to answer a question and then no editorials from other councilors? That has been said, and that I said. Well, that's it. I'm trying to keep so that we can get as many questions answered as possible. I don't want everyone weighing in on each question unless they have been the question specifically directed at them. So I do my best, but sometimes, I also want to keep, I don't want to muzzle anyone either. So I try to find the balance there. Madam Mayor, can we get back to questions? Yeah, that's what I'm doing. Okay, Mr. Arsenault. Thank you, Madam Mayor. One question for you very quickly and two questions for the services. Just to follow up on a question that's been asked a couple of times by citizens regarding accessibility of meetings and question period in particular. I had a different reading of it, and I might be off here, but the impression that I was getting is that they were asking if we can find a way for them to actually be able to ask the questions themselves. It doesn't have to be in-person meetings, but people really feel the difference between having the questions read versus being able to say them themselves. And we already welcome citizens to ask questions directly in our public consultations, in a lot of the things that I chair on the CCU. So I wanted to know, regardless of what happens this fall, would we be able to try that out for the August and September council meetings? There's my first question. Well, I've asked about it, but apparently it's quite complicated. Peut-être, Monsieur Plante, vous pouvez répondre parce qu'on a eu ces discussions, puis je ne sais pas. Écoutez, pour l'Assemblée du mois d'août, première des choses, tout indique que celle-ci pourra avoir lieu en présentiel. Alors, pour avoir lieu sur place, en tout cas, les indications qu'on a de plus en plus indiquent qu'on va se diriger vers une assemblée. Puis évidemment, ce sera toujours votre choix, là, mais selon les critères gouvernementaux, on pourra avoir une assemblée en présentiel. Deuxième des choses, nous pourrions effectivement, si jamais l'assemblée était seulement virtuelle, nous serions en mesure maintenant d'offrir le choix que les questions soient posées par le biais c'est-à-dire qu'elles seraient audio. On ne verrait pas les gens, mais les gens poseraient leurs questions en direct. Alors, on sera capable de le faire et on sera capable de le faire également dans un mode qui sera, et encore là, ce sera votre choix, mais
virtuel et en présentiel. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des gens dans la salle, mais également des gens qui poseraient leurs questions en direct, en audio, auxquelles vous pourriez répondre. Alors, on travaille là-dessus et ça pourrait se faire pour le mois d'août. Je crois que la dernière va être plus démocratique. Une autre question, M. Rapino? Oui, très rapidement. Ça fait quelques mois déjà depuis que nous avons adopté la motion pour une consultation citoyenne sur l'avenir de l'artère commerciale Summerled. Puis, j'aimerais juste qu'on nous partage et qu'on partage avec les gens qui écoutent ce soir où on est rendu dans la planification et qu'est-ce qu'on prévoit de la part des services pour cette consultation estivale. Merci. Oui, en fait, vous voyez, on est actuellement, et on devait le faire ce soir, mais malheureusement, la météo, là, on a préféré remettre ça, mais on est en train de procéder à une consultation pour ce qu'on appelle le parc du Wye, qui est situé là, à l'arrière de la rue Moncklin. Alors, de la même façon que nous procédons à cette consultation, on va s'inspirer de la pratique que nous avons eue au cours des dernières semaines pour rencontrer les utilisateurs du parc Summerled au cours on va faire ça durant l'été, donc probablement qu'on va étirer ça sur 3-4 semaines pour couvrir là, suffisamment large pour qu'on ait les gens qui ou s'en vont peut-être être absents après pour les vacances ou auront été absents. Alors, on aura des gens qui sont sur le terrain, qui vont rencontrer autant les utilisateurs des commerces de la rue Summerled que les commerçants. Et à ce moment-là, on va leur poser des questions qui seront inspirées, entre autres, d'exercices similaires qui ont été faits sur des rues commerciales en périphérie. Alors, je pense qu'on a un bon canevas de questions, autant pour les utilisateurs que pour les commerçants. On va leur demander également leur opinion par rapport à des aménagements possibles qu'on pourra faire sur la rue. Tout ça se fera là, quelque part en juillet-août et on est très confiant de pouvoir déposer un rapport pour l'Assemblée du mois de septembre, comme il avait été demandé là, il y a quelques mois. Okay. Monsieur Perez? Oui, merci Madame la mairesse. J'ai 2 questions. La première question, c'est un suivi d'une question que j'ai posée le mois dernier concernant le dôme sur le terrain de l'Université Concordia dans le district de Loyola. Donc, on avait soulevé le fait qu'il y avait vraiment une exemption l'année passée à cause de la COVID. Ils ont renoué cette demande-là. Initialement, on pensait que c'était peut-être pertinent dans le contexte qu'on était au mois d'avril. Maintenant, évidemment, dans un contexte de confinement, ça n'a plus de sens. Alors, je me demande si M. Plante peut nous donner une mise à jour pour faire avancer ce dossier. Oui, bien en fait, vous avez fait la demande à la dernière Assemblée de Conseil, qui était il y a 2 semaines. Alors, on s'est adressé à l'Université Concordia et ceux-ci là, sont censés nous répondre. Honnêtement, je n'ai pas vérifié aujourd'hui, là, mais on pourra vous donner un suivi. Mais étant donné que c'était il y a 2 semaines, là, il y aura quand même un petit délai là, avant d'avoir la réponse. C'est vrai, on parle du dernier conseil, mais c'était seulement, ça fait 2 semaines. Je ferai un suivi directement avec vous en temps et lieu. On peut nous faire un suivi en temps et lieu. Ma deuxième question, ça concerne la situation qu'on va traiter notamment pour le projet de remplacement de l'église Saint-Colomba. Et si on pourrait avoir une explication de la part de Madame la greffière sur le processus, sur les délais, sur les chiffres. Maintenant, j'ai aucun problème. Est-ce qu'elle fasse cette présentation au moment qu'on aborde le dossier? Mais je suggérais, Madame la mairesse, que ça se fasse en début du dépôt du point pour qu'ensuite on peut avoir un débat éclairé avec toute l'information. Alors, on va faire ça comme ça. Oui. Alors, Madame la greffière sera prête à ce moment-là. Je vous remercie. Oui. C'est tout pour moi. Alors, je propose un prolongement de période de questions de 5 minutes parce que je vois que j'ai une question de règlement. Je ne pense pas que notre règlement permette l'extension de période de questions des élus. I haven't read it in a long time, mais je pense que c'est des 15 minutes and it's not extendable. Est-ce que Madame
peut vérifier ça? Oui. Là, effectivement, notre règlement prévoit 15 minutes. Il n'y a pas question de prolongation, mais comme vous l'avez fait la dernière fois, si tous les membres sont d'accord, nous l'avions fait. Là, On a le pouvoir de le faire. Ben, c'est-à-dire que c'est oui. Si vous le décidez à la majorité, là. La seule chose est que je veux qu'on agisse toujours dans la légalité. Donc, si vous dites on peut le faire, je vais appuyer la motion de Mme Montgomery. OK. Alors, Mme Propiano, c'est à vous. Voilà, merci, Madame la mairesse. Donc, je vous ai ramené ce point lors de nos discussions, mais je souhaite avoir une réponse publique. Écoutez, on vit des temps où les promoteurs sont extrêmement astucieux pour évincer des locataires. Donc, les trois raisons pour lesquelles un propriétaire peut évincer un locataire, c'est l'agrandissement, la subdivision, la rénovation. Ben voilà, ils ont trouvé une autre astuce. Donc, on a par règlement, et merci de la collaboration de tous les collègues, c'est de l'arrondissement, parce que le règlement a beaucoup été inspiré des arrondissements centraux qui ont mis en place ce type de règlement avant nous. Mais en tout cas, c'est bon. Les rénovations, nous sommes en train de bien voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a la question de l'amiante, il y a plein d'enjeux qui sont collatéraux. Mais voilà, une troisième ouverture, c'est celle d'agrandissement des bâtiments. J'ai en tête, entre autres, le 4801, 4811 Lacombe, où ce danger, en réalité, d'avoir de l'amiante, d'évincer des locataires, d'ailleurs, tous, ils ont quitté le bâtiment, est encore très réel. Deuxièmement, ce type d'intervention d'agrandir à 50% du terrain, ça défigure notre quartier. Le quartier a été construit, Côte-des-Neiges, je vous en parle, et NDG, c'est la même chose avec des jardins, avec des arbres. Je veux m'assurer que tout le monde est sensible autour de la table, des élus et aussi les fonctionnaires de l'arrondissement, que c'est un enjeu qu'il faut adresser. Donc, je souhaite avoir une réponse à ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas permettre l'agrandissement des bâtiments jusqu'à 50% du terrain? Monsieur Plante? Oui. Encore une fois, je vais voir, parce que je sais que Mme Bédard avait des difficultés, mais si elle n'est pas branchée, je peux vous dire que oui, on a discuté de de ce problème sérieux. Et dans le fond, on est en train de regarder la possibilité de modifier les règlements. Ça reste que c'est une modification qui demanderait quand même beaucoup de temps parce que c'est une modification en profondeur. On pourrait travailler sur un avis de motion, un projet de règlement qui pourrait nous permettre là, je vous dirais, une forme de moratoire, là, je mets ça entre gros guillemets, on viserait, nous, l'Assemblée du mois de septembre, où là, on pourrait probablement vous arriver avec une proposition de règlement, là, avis de motion, un projet de règlement. Je pense qu'on serait en mesure de le faire pour le mois de septembre. Bon, malheureusement, là, Mme Bédard n'est pas là, mais c'est les dernières discussions que nous avons eues. Et voilà, on pourrait travailler là-dessus et essayer d'enrayer ce problème là, dont vous parliez, Mme Popier. Merci beaucoup, M. Plante. OK. Merci beaucoup. On passe maintenant à 10.07, correspondance. Oui, donc il n'y a pas de correspondance pour ce conseil. OK. Alors, est-ce que je peux proposer qu'on prend une pause de 5 minutes ou moi, je prends une pause et M. Perez peut prendre Comme la coutume, Madame la mairesse, je pense que je peux prendre la relève pour faire avancer les enjeux, particulièrement parce qu'on veut essayer de respecter les délais. OK, d'accord. Alors, ma question au commencement de la réunion est encore plus pertinente. C'est 9h25, on n'a pas commencé l'ordre de jour. Donc, j'ai besoin d'une pause.
Oui. Alors, vous pouvez continuer et je prends votre revenu. Jour, possiblement 3 et 4 et 3 motions. Donc, il y a 6 choses qui va prendre au moins une. Marvin, we already decided that Monsieur Perret. Okay, go ahead. Marvin, I suggest we start and we see where we're at 10 o'clock and then we'll reevaluate. Simple as that. All right? Okay. Alors, Madame la greffière, le 20.01, s'il vous plaît. Donc, autoriser le versement d'une contribution financière de 19 800 $ à même le surplus affecté au projet et le budget de fonctionnement à la Société environnementale de Côte-des-Neiges pour la reconduction du programme de subvention de couches lavables et de produits d'hygiène menstruelle durable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et approuver le projet de convention. Alors, je propose, et je vais avoir besoin d'un appuyeur, je suggère Madame Popiano, et je vois la main levée de Monsieur Rotran. Oui, merci. Ça, c'est un programme innovatrice et vous êtes, Monsieur le Président suppléant, à la source de cette idée. Vous avez demandé que nous octroyions un premier projet pilote qui devienne, se semble, un projet plus durable et long terme. Et il y a quelques autres arrondissements qui commencent à émuler, faire ce que nous avons fait et l'idée de réduire les couches qui vont au dépotoir, c'est louable comme objectif. Used diapers are a huge part of our waste stream, and if we can reduce them going back to a more ecological function that we used to have before we had throwaway diapers, that's good. But however, my question is actually to you, because the one thing I've never seen is a report on this program. How effective is the program? How many people are taking advantage in our borough? Do we know? And what is the plan to let people know? Because, you know, when I saw this on the agenda again, I asked a couple of people, have you heard of this? And nobody had ever heard of it. So it might be worthwhile to put this in La Citoyenne, Le Citoyen, but that probably not enough. There's got to be some sort of way to let people know about this really laudable program. So those are my questions to you, Mr. Perez. Sure. Well, thank you. First of all, yes, it was a pleasure to be able to be the sponsor of this program 3 years ago. Obviously, it was unanimous. We weren't the first borough to do it, but we really pushed the envelope on expanding its use. I'm very proud of the services, and I think it's important to thank the services for making further recommendations to modify, to improve the program. So we can, in fact, put different kits together directly with the family. We're going to increase the amount available. We're not going to tax individuals with limited means. So I think we're also going to expand. We're going to expand it to 36 months as opposed to 24 months. We're going to expand the ability of the percentage of the cost for menstrual recyclable items, so washable items rather. So I think it's really great. In terms of your question about a rendering of accounts, I'll let perhaps the services demander aux services. Je sais qu'on en avait parlé, mais je ne sais pas s'il y a un genre de bilan un peu plus spécifique concernant la première mouture de ce programme, Monsieur Plante, et sinon, peut-être on pourra le faire suivre aux élus par après. Oui, bien en fait, il y a quand même des statistiques, là, si je me souviens bien, dans le sommaire, là, qui démontrent une certaine popularité du programme. Deuxièmement, et là, je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais il y a un rapport de la Société environnementale de Côte-des-Neiges là, qui a été fait, qui, je croyais, était joint au dossier. Peut-être ne l'est-il pas, et si ce n'est pas le cas, on pourra à ce moment-là sûrement demain vous faire parvenir le rapport qui explique bien, dans le fond, là, comment ce programme-là a été utilisé au cours des dernières années. On est un des arrondissements, je vous dirais, en nombre absolu, là, où c'est le plus populaire pour l'instant, mais nonobstant ça, évidemment, il y a encore du travail de sensibilisation à faire, et c'est ce qu'on compte faire là, suite à l'adoption de ce soir. Parfait. J'ai une autre question sur ça. J'aimerais être rassuré que le programme est connu par les diverses communautés chez nous. Parce que parfois, on ne rejoint pas les gens avec des familles nombreuses
Et ça me semble qu'il y a du travail à faire. C'est possible qu'il y ait le rapport lequel vous avez mentionné est annexé. C'était une grosse semaine pour moi la semaine dernière, un peu exceptionnelle. Et je n'ai pas dit exactement chaque mot sur l'ordre du jour comme j'ai l'habitude de faire. C'est possible que j'ai manqué ça. Je ne sais pas, peut-être c'est pas là. Mais j'aimerais être rassuré qu'il y ait un plan d'action qui touche pas seulement la population majoritaire, mais effectivement les gens qui vont vraiment bénéficier de ces programmes, connaissent que ça existe. Alors, je vais laisser M. Plante répondre et par la suite, je vais demander à Mme Popiano qui a levé la main de prendre la parole. Oui, ben, je vous dirais qu'on est particulièrement fiers de l'aide qu'on souhaite amener aux familles pour qui c'est plus difficile. Donc, nous travaillons avec eux et nous travaillons avec la SOCAM qui est également l'écoquartier. Donc, il y a des liens dans les groupes communautaires un peu partout dans l'arrondissement. Alors, je suis assez confiant, moi, qu'on va rejoindre les gens au cours des prochaines semaines. Ça fait partie du mandat, d'ailleurs, de l'écoquartier, d'aller chercher les gens dans les groupes communautaires. Merci, M. Plante. Mme Popiano? Oui, dans la réalité, je voulais remercier M. Plante pour le programme. Il est très rassuré en même temps, M. Rotran. Le programme est très apprécié auprès des groupes qui proviennent de la diversité. Le groupe Espoir, c'est un groupe africain qui s'occupe d'aider les jeunes familles, les bébés, et aussi les femmes du monde à Côte-des-Neiges. Ils apprécient beaucoup le programme. Bon. Votre micro est fermé, M. Perez. Merci, c'est adopté. On passe au 20.02. Accorder un contrat de service professionnel à CIMES au montant de 522 207,83 $ pour le projet de réaménagement et de rénovation du chalet du parc Jean-Briand et la construction d'une pataugeoire et autoriser une dépense à cette fin de 567 617,20 $. Je propose. Et j'appuie avec plaisir. Oui, puis merci beaucoup. Là, c'était un long dossier. Je crois que les résidents de Côte-des-Neiges méritaient enfin un chalet de parc qui est fonctionnel. Merci pour le travail que vous avez fait parce que je sais que le dossier a été complexe. Merci. Je vois la main levée de M. Rotran. Oui, Monsieur le Président, il y a quelques semaines, j'ai appelé Mme Popiano pour lui dire que je vais appuyer cette démarche, malgré le fait que, selon la juridiction, le parc n'appartient pas à nous dans l'arrondissement, c'est la ville-centre. Il n'y a pas beaucoup de parcs dans le district de Mme Popiano. Il y a seulement Jean-Briand. Et ça dessert une large population. Il y a beaucoup de conciergeries dans l'alentour, vers le nord et surtout vers le sud. Il y a aussi la population qui utilise l'Université de Montréal. Il y a l'hôpital jusqu'à côté. Donc, il y a une grande demande pour un parc de qualité. Malheureusement, comme Mme Popiano a fermé un autre caucus, ce parc appartient à la juridiction de l'agglomération. C'était une partie de la création de la nouvelle ville et elle-même dit qu'il n'y a pas l'administration qui a solutionné le problème, incluant le sien actuellement les derniers 3 ans et demi, parce que ça va prendre des accommodements avec les maires du banlieue pour changer beaucoup des choses qu'il y a dans la loi. Donc, les choix sont difficiles. Choix numéro 1, on ne fait absolument rien. On insiste que la ville soit investie dans un parc, l'agglomération investie dans un parc qui est de juridiction, où on dépense de notre budget pour donner nos citoyennes les mêmes services à Côte-des-Neiges qui réjouit à Snowden ou à Darlington ou dans les autres districts. Donc, malgré le fait que j'aimerais voir que quelqu'un d'autre paye pour ça, parce que c'est pas nous autres, clairement, ce parc a besoin de rafraîchissement. J'étais là l'autre jour et j'ai remarqué, c'est pas abîmé, mais la qualité du parc est moins que Mackenzie King ou Van Horn ou des autres parcs dans la grande Côte-des-Neiges qui incluent Snowden et Darlington. Et pour ces raisons, malgré ces situations absolument exceptionnelles, je vais voter en faveur de la proposition. Merci pour ce traité sur l'historique du parc Jean-Briand. Je pense qu'on peut dire que dans le prochain mandat, il n'y a personne qui va pouvoir nous donner cette historique. Madame Popiano.
Oui, merci seulement pour répondre à M. Rotran. Je tiens à rappeler à M. Rotran, c'est vrai que je n'ai pas réussi à utiliser l'argent des grands parcs pour mais d'une manière ou de l'autre, M. Rotran, le chalet de parc, il est local, OK? Pour le reste du parc, l'argent doit venir du grand parc normalement. Mais je tiens à vous rappeler qu'en dépit de ça, quand vous étiez conseiller municipal, et vous et M. Pérez, vous avez voté une installation d'1,6 million qui est l'horrible chose qui s'appelle la chaîne, hein, la boîte de conserve comme les gens de Côte-des-Neiges l'appellent. Puis, écoutez, c'est 500 000 $ pour un chalet de parc que c'est de notre responsabilité. Les chalets de parc, c'est local. Okay? Donc, je tiens à vous assurer que vous ne me faites absolument aucune faveur, mais je vous remercie pour votre vote. OK. Merci, Mme Popiano et M. Rotran. C'est adopté. Non, monsieur, je reviens. Monsieur Rotran, c'est votre droit. Pardon, monsieur Rotran. 1 second. C'est votre droit. Je vais vous donner la parole, monsieur Rotran, mais je vais vous demander d'être bref pour qu'on puisse continuer à d'autres dossiers. Le tit for tat n'aura aucun impact ni sur cette décision, ni sur faire apporter un éclaircissement auprès de la situation. C'est votre droit, je vous le donne, mais je vous demande de l'utiliser avec discernement. How do you know what I'm going to say before I even say it? I don't know. You don't know. I'm asking you to speak with discernement. You might be a little politer, all right? Okay. Madame Popiano, je suis pas ici pour avoir une bagarre avec vous. Tous les membres du conseil vont réjouir de ça. J'ai seulement réinscrire pour les gens qui nous voient que Jean Briand est un héros canadien. Il n'est pas bien connu. Il est gagnant de la Croix Victoria pour ses services au Canada dans la Première Guerre. Il est heureux et un parc qui est nommé pour lui. Depuis un certain temps, j'ai avancé des noms des personnes qui ont vraiment contribué à notre pays. Les toponymes de la ville doit vraiment donner une reconnaissance aux femmes et hommes qui ont contribué au Canada de construire le pays avec les valeurs qu'on trouve importantes, d'inclusion, tolérance, d'être un pays accueillant. Il y a des gens qui ont lutté pour nos libertés. Jean Briand, j'ai toujours connu quand j'ai été professeur de l'histoire avant d'être élu. Monsieur Rotran, je m'excuse, ça déborde largement le sujet de l'adoption du chalet. On n'est pas là pour donner un cours d'histoire sur Jean Briand. Alors, je vous demande de terminer votre intervention, de rester sur le sujet pour qu'on puisse passer à autre chose. Si on veut terminer de bonne heure, il faut raccourcir les interventions, s'il vous plaît. I've said what I had to say about Jean Merci Briand. beaucoup. Donc, adopté 20.03, s'il vous plaît. Accorder un contrat de service professionnel à Simez au montant de 265 434 et 16 sous pour le projet de réaménagement et de rénovation du chalet du parc Coffee et la construction d'un jeu d'eau et autoriser une dépense à cette fin de 288 515 et 39. Je propose. Et j'appuie. Merci. Question, commentaire. Adopté. 20.04, s'il vous plaît. Autoriser la signature de 4 ententes de prêts de locaux avec des organismes sans but lucratif occupant des locaux du centre Appleton et Abe-Limonchick pour la réalisation d'activités culturelles, communautaires et de loisirs pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2023, le tout représentant des recettes totales de 73 468,89. Je propose. Et j'appuie. Je vais me rajouter comme deuxième appuyeur sur ce dossier. Il y a quand même une des institutions qui est dans mon district. Question ou commentaire? Oui, j'aimerais reconnaître le bon travail de l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges, à 6585 Côte-des-Neiges, et le Centre des aînés Côte-des-Neiges, qui est un des organismes qui est à 6600 Victoria, au Centre Abe-Limonchick. Bien apprécié par tous les citoyens. Merci. Absolument, on fait écho de ces commentaires. Donc, adopté. 20.05, s'il vous plaît. Monsieur Pérez, je suis de retour. Merci. Je vous passe le bâton, Madame la mairesse. Merci. On est au 20.05. Je pensais qu'il y avait un coup d'État pendant mon absence, mais je suis de retour. Alors, on passe maintenant à 20.05, c'est ça? Oui, exactement.
Autoriser le versement d'une contribution financière à 7 OBNL totalisant 20 000 $ dans le cadre du PALIM visant à aider des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles pour la période se terminant le 31 décembre 2021. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 20.06. Accorder un... Thérèse, est-ce que votre main est levée ou non? Non? Non, c'est bon. OK. OK. Excusez-moi, 20.06. Accorder un soutien financier spécial non récurrent totalisant la somme de 73 099 à 10 clubs sportifs et 3 ligues sportives pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux dans le cadre de la réalisation des activités sportives dans le contexte de COVID-19. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 20.07. Autoriser le versement d'une contribution financière de 62 160 $ à la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges pour la réalisation du projet Comité des résidents pour l'habitation de Côte-des-Neiges pour la période du 15 mars 2021 au 14 mars 2022 et approuver le projet de convention. Je propose. Excuse, c'est Magda. Excuse. Et Et j'appuie. On est bien sur le 20.07? Oui. Alors, j'appuie. C'est M. Perez qui... Mon erreur. Et puis, OK. j'ai ma main levée, Madame la mairesse. OK. Allez-y. Alors, merci, Madame la mairesse. Merci au service pour ce projet intéressant. Évidemment, on veut encourager la population et les groupes communautaires à pouvoir s'informer sur les logements sociaux, entre autres, de pouvoir justement faire valoir certaines préoccupations. Moi, j'ai deux questions au service. Ma première question, c'est on décrit beaucoup ce que va faire le CDC Côte-des-Neiges sur ces enjeux-là. Donc, on a beaucoup de descriptions de moyens, mais pas beaucoup dans le genre de livrables. Hein? On sait qu'ils vont essayer à faire des regroupements, ils vont faire des rencontres, ils vont faire beaucoup de choses. Mais point de vue objectif, il n'y a pas vraiment de trop de détails à ma lecture en tout cas. Alors, je ne sais pas si, et je sais que c'est difficile, je comprends les enjeux, mais je me demande si on ne pourrait pas, dans le futur, avoir peut-être ce réflexe ou rien que cette préoccupation un peu plus accentuée pour tout simplement s'assurer que tout groupe confondu, hein, je ne parle pas seulement de la CDC Côte-des-Neiges, soit un peu plus orienté. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, je veux m'assurer également que dans ce programme-là, ça va viser des revendications qui ne vont pas se faire en période de campagne électorale. Il faut s'assurer, je pense, que ce n'est pas le rôle d'utiliser des fonds publics pour justement revendiquer des choses pendant la campagne électorale. Il y a des règles très strictes à ça. Alors, moi, je me demande si on peut nous rassurer à cet égard-là. Bon, encore une fois, là, je comprends je vous répète toujours la même chose, mais je vois que Mme Bédard ne semble pas être en mesure de répondre. Pour la première question, je comprends qu'on est beaucoup dans la reddition de comptes. Et je comprends très, très bien votre remarque qui est fort appropriée et qu'on pourrait, à ce moment-là, bon, nonobstant le fait que vous pourriez approuver le dossier ce soir, on pourrait quand même travailler avec le Conseil communautaire là, et s'assurer qu'il y a quand même une forme de reddition de compte qui sera faite dans ce dossier-là. Alors ça, là-dessus, je pense que on vous entend et il y aura moyen d'ajuster les choses, je dirais. En ce qui concerne les enjeux reliés à la campagne électorale, écoutez, nous, on est là comme accompagnateurs. C'est évidemment le genre de précautions ou de commentaires qu'on transmet, je dirais, à l'ensemble des groupes, là, même si, évidemment, ils ont le droit aussi de prendre position et de participer à la campagne. Dans ce cas-là, on verra comment on gérera cet élément-là. On comprend vos questions. On pourra transmettre les commentaires, mais il faut comprendre également que les groupes communautaires sont bien libres
faire la représentation qu'ils veulent là, en campagne électorale. C'est difficile pour nous au niveau administratif de comprendre ce que je veux dire. Merci, M. Plante. Je vais clarifier. Les groupes, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent en campagne électorale. Mm-hmm. Mais si nous, on va subventionner un programme ou qui est très bien défini, il ne faudrait pas que ces fonds-là soient utilisés pour autre chose, autre que ce qui est prévu dans l'entente, et que ça soit utilisé pour une campagne électorale. C'est dans ce contexte-là. Moi, je ne parle pas des positions qu'ils ont le droit de prendre à leur budget. Il n'y a aucun enjeu. Mais si on leur donne un mandat, il ne faudrait pas utiliser ça pour d'autres fins. C'est tout. OK. Écoutez, il n'y a pas d'inquiétude. Je comprends mieux la précision là, dont vous faites part. C'est bien. Merci bien. Monsieur Gautran. OK. Je ne sais pas si ce dossier répond à nos discussions aux tables de travail il y a quelques mois. Et je le trouve bien imprécis de quoi le groupe va faire exactement. Il y a, je pense, c'est maintenant 5-6 mois, nous avons adopté à l'unanimité une motion demandant Québec à légiférer pour changer le fardeau qui doit aller aux tribunaux administratifs, mieux connus comme régie de logement, dans les cas des élargissements ou subdivisions des unités de logement, s'il y a un avis de propriétaire. À l'époque, nous avons dit qu'effectivement, il y a beaucoup de locataires qui ne connaissent pas leurs droits et nous avons parlé d'un programme qui va aider les groupes spécialisés dans le code civil et dans les matières de logement de travailler avec les locataires, répondre à leurs questions pour éviter beaucoup de problèmes dans le secteur. Mon appui dans cette motion initiale est Magda Popianu. Il y a des dossiers où nous ne sommes pas d'accord, mais en ça, on est 100% d'accord et nous avons poussé l'idée d'avoir un dossier pour aider les groupes communautaires. Ce dossier ici parle uniquement de sensibiliser les gens de besoin de logements sociaux. Il manque le volet d'information aux locataires. Je ne veux pas que le Conseil communautaire Côte-des-Neiges revienne disant, bon, on ne peut pas parler aux locataires concernant leurs droits. Ils nous posent des questions. Est-ce qu'une demande de loyer de 4% est légale? Je ne peux pas répondre dans le contexte de ce programme parce que ce n'est pas dans l'annexe qui fait la définition du programme. C'était ma compréhension. C'est ça que nous voulons qu'il fasse et qu'il aide les gens qui vraiment a pas grand-chose, choix de où aller chercher l'information. Mais si vous lisez attentivement le dossier devant nous autres, ça parle d'organiser une table de concertation qui va discuter le besoin d'avoir un stock de logements sociaux dans le quartier. J'aimerais aller plus loin. I don't really have a problem with their talking to tenants about housing needs in that context, but there needs to be clearly defined, and there's a contract, and the contract refers to Annex 1, but Annex 1 doesn't say renseignement pour les droits des locataires. Et pour moi, c'est primordial. Donc, ma question à M. Plante, est-ce que c'est prendre un amendement pour assurer que les groupes communautaires, Genesis, LOE et CDC peuvent faire ça dans le cadre de ce programme? Parce que autrement, je ne vais pas un jour, soit eux ou la vérificatrice de la ville, disons, on a donné l'argent, il fait quelque chose qui est à l'extérieur du contrat. Madame la mairesse, est-ce que je peux intervenir avant M. Plante qui va donner à la fin sa réponse? Oui, allez-y. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Donc, probablement que mes collègues et moi n'ont pas reçu le même sommaire décisionnel parce que dans le sommaire décisionnel, c'est clairement inscrit. Ce projet a pour objectif de développer le pouvoir d'agir des résidents afin d'améliorer leurs conditions de vie, d'identifier les besoins spécifiques des requérants en matière de logement afin de créer une offre cohérente et adaptée de projets, de soutenir la mise en place d'une liste de requérants parce que beaucoup de gens ne savent même pas s'inscrire sur la liste de l'OMHM, de contribuer à diffuser la réalité des gens vivant avec des problématiques en logement et trouver des solutions communes et créatives, de trouver des solutions novatrices pour socialiser des immeubles problématiques, donc partager l'information. Il me semble que ça va tout à fait dans ce que les résidents vivent et
que ça répond justement à nos demandes d'être en appui et en aide à ces résidents. Si c'est ça, c'est une chose, mais j'aimerais que M. Plante confirme que c'est aussi la façon laquelle c'est lié par les services. Quand j'ai lu, c'est surtout sur la volée logements sociaux et il n'y a rien spécifiquement qui a dit de renseigner les locataires sur leurs droits. Je peux peut-être demander également à Mme Bédard, là, finalement, on a réussi à régler notre petit problème là, technique, là, de peut-être apporter certaines précisions, là, si elle en a. Vous avez raison, là, Monsieur Rotran. On a ce qui a été demandé par le groupe, le projet qui nous présente, c'est vraiment centré autour du logement social. Alors, on sait qu'il y a aussi une problématique au niveau des droits en matière de logement. Et ça, on pourra les orienter un petit peu en cours de route pendant le projet pour travailler un peu ces questions-là, parce qu'il faut d'abord qu'ils soient capables de regrouper des citoyens autour de la table. Puis la grosse difficulté qu'ils ont actuellement, c'est ça. Donc, le projet, c'est vraiment d'être capable d'aller mobiliser des citoyens pour leur faire connaître leurs droits en matière de logements sociaux, mais ça pourra également ensuite aller vers plus les droits qu'ils ont en tant que locataires aussi. Ça n'a pas été décrit dans le programme, mais on part de la base. OK. Je ne veux pas que quelqu'un qui a besoin de l'aide, qui va à un de ces groupes, soit dit que ce n'est pas notre mandat selon ce contrat. Quelqu'un qui a besoin d'informations concernant leur qualité de vie et qui peut être dans une situation où tout le pouvoir est avec le propriétaire qui dit non, vous devez payer plus, vous devez déménager, a vraiment besoin de cette information. Merci. Monsieur Perez? Oui, merci. Merci, Madame Popiano, d'avoir relu ce que nous avons toujours. Mon intervention a été très claire. On reconnaît le besoin, on reconnaît la nécessité, mais ma première intervention, c'était sur notre capacité de savoir le succès d'un tel programme. Je n'ai pas besoin d'avoir seulement les objectifs généraux et l'orientation. Alors, je pense que les fonds publics, oui, on peut l'utiliser pour ce genre de besoin. C'est tout à fait pertinent et nécessaire dans notre arrondissement. On le reconnaît tous, mais cela n'empêche pas notre capacité en tant que conseil, lorsqu'on va donner des sommes importantes, d'évaluer si on va avoir un résultat près de ce qu'on escompte. Mais non, moi je dis tout simplement, comme l'a souligné M. Plante, avoir une question d'imputabilité, reddition de comptes. Je ne dis pas qu'on doit battre tous les records dans tout, mais comment est-ce qu'on va savoir si on est satisfait du rendement si on ne détermine pas au préalable à quoi on s'attend? Alors, c'était dans ce contexte-là, je ne questionnais aucunement les mérites et le besoin, mais de s'assurer qu'à la fin de la journée, lorsqu'on réévalue, et si on veut donner un autre contrat, est-ce qu'on va être satisfait? Merci. Merci. Alors, c'est adopté. 20.07, 20.08. Édicter une ordonnance afin de permettre la création d'une muraille sur la façade nord du centre sportif de Côte-des-Neiges. Autoriser à cette fin une contribution financière non récurrente de 20 000 $ à Prévention Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce et approuver la convention. Magda, c'est proposé. Donc, pardon, je propose, excusez-moi. Et j'appuie. Adopté. 20.09. Autoriser le versement d'une contribution financière au Conseil communautaire de Notre-Dame-de-Grâce, totalisant 35 338 $ pour la réalisation des activités de table de quartier pour la période du 22 juin 2021 au 31 mai 2022 et approuver le projet de convention. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 20.10. Accepter les offres de services déposées par le Centre communautaire loisirs de la Côte-des-Neiges pour assurer les services de gestion, de surveillance, d'accueil et d'entretien du pavillon Sadie-Bronfman et autoriser la signature d'une convention de service pour la gestion d'un centre communautaire d'une valeur maximale de 61 200 $ et d'une convention de service pour l'entretien d'un centre communautaire d'une valeur maximale de 23 319 $ pour une durée maximale de 18 mois, soit du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022.
Je propose. Et j'appuie. Adopté. 20.11. Autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers organismes totalisant la somme de 5 100 Excuse, Montgomery. Oui, je propose. J'appuie. Adopté. Pardon, madame, j'ai ma main levée, madame la maire. Oh, excuse-moi, oui. Je sais Il que faut changer la couleur de votre main parce que ça ne paraît pas. C'est la même couleur que votre mur. Ah, OK, d'accord. Je vais essayer pour la prochaine fois, pour le mois de OK, septembre. merci. Rien que je sais que c'est inhabituel, j'aimerais proposer un amendement. J'aimerais rajouter 500 $ au projet Trajet-Vie que vous avez suggéré. Donc, je vais demander avec votre appui 500 $ qui vont venir de mes fonds discrétionnaires pour que le montant total soit de 1 500 $. Donc, pour le total de 5 600 $ pour la totalité. Merci beaucoup. Donnant que ma motion ce soir, ça va être apprécié. Absolument. Alors, Donc, l'amendement est appuyé par Mme Montgomery. Oui, c'est ça. Merci. Appuyé et adopté. 40.01. Créer le nouveau secteur 299 Trenholm et déployer une zone S3R sur l'avenue Montclair entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Sherbrooke et dicter une ordonnance à cette fin. Je propose. J'appuie. Monsieur Perez? Non. OK. Adopté. 40.02. Autoriser l'occupation du domaine public en respectant les directives de la Direction régionale de la santé publique, ainsi que selon le site et l'horaire prévu pour chaque événement identifié au tableau, et dicter les ordonnances à cette fin, le tout conditionnellement aux règles édictées par les arrêtés ministériels pour la tenue d'événements en présentiel. Je propose. Et j'appuie. Et M. Rautran, vous avez un commentaire? I'd like to thank the many groups who cooperated with the borough to push back their events into July and August, but that doesn't necessarily mean they'll be able to host them. We will do what the health authorities tell us to do as our rules. We only give permits that conform to health regulations. There are some things we can do right away, but as long as people respect social distancing and wear masks when they can't, has to respect the maximum number of people allowed at this time by the health authorities. This may change soon, and that's why I say that perhaps the rules will be revised. Some of the grants that we gave on June the 7th to some of the organizations were conditional grants to their being able to get a permit. And if they aren't able to get a permit because of the health rules, they'll get a smaller grant to do their event online. All this to say that the borough is very aware how this is impacting festival season in our borough for the second year in a row. And we want you to know that our services and the council are there to cooperate and to ensure the safety of the population. We'll do everything possible to make your events a success. But again, we will follow the health rules very strictly. Thank you. Adopté. 40.03. Donner un avis de motion annonçant qu'à la prochaine séance ou qu'à toute séance subséquente, il sera adopté un règlement modifiant le règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules outils et déposer le projet de règlement. Donc, c'est un avis de motion et un dépôt. Alors, je propose, est-ce qu'on a besoin d'un proposeur pour ça ou non? Oui. Non, c'est un avis de motion et un dépôt. Exact. Non, vous avez, oui, donc il n'y a pas, c'est ça, vous le déposez en fait. Voilà. Exactement. Oui. OK, merci. 40.04. Donc, Mme Montgomery donne un avis de motion mais il faut également adopter cette fois-ci, tel que soumis, le projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin de modifier la carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » afin de permettre une hauteur de 15 étages sur le lot cité dans le cadre de la phase 7 du projet de redéveloppement Westbury Montréal sur le site de l'ancienne usine Armstrong, puis mandater la secrétaire d'arrondissement pour remplacer l'Assemblée publique de consultation par une consultation écrite d'une durée de 15 jours. Je propose le projet de règlement. Et j'appuie. Adopté. 40.05.
Donc, Mme Montgomery dépose le rapport de consultation publique et il faut également donc adopter sans changement le second projet de règlement RCA 21-173-50 modifiant le règlement d'urbanisme afin d'agrandir la zone 0501 à même une partie de la zone 0451, 4018 Avenue Royale, et poursuivre la procédure d'adoption du projet de règlement conformément aux règles de l'arrêté ministériel cité en apportant les adaptations nécessaires à la procédure référendaire. Je propose. Monsieur Gautran, vous appuyez? Oui, excuse, j'appuie. Ouais. Et Monsieur McQueen, vous avez des commentaires? Oui, merci, Madame la mairesse. Alors, moi, je vais voter contre ce projet de règlement, mais pour les raisons suivantes. Comme quelqu'un dans une question ce soir a mentionné, c'est quand même la perte d'un espace résidentiel, pas un grand espace résidentiel certainement, mais un espace résidentiel. Et je me souviens que quand l'hôpital MUHC est venu à NDG, tout le conseil communautaire et tous les groupes communautaires étaient à 100% d'accord, comme même dans un cas de cet hôpital, de clinique médicale, etc., on ne voulait pas aucune perte d'espace résidentiel. Ça, c'était il y a 10 ans et on est tous clairs que dans cette période d'acharnement immobilier, etc., c'est doublement vrai qu'on doit protéger nos propriétés résidentielles. Deuxièmement, il y a aussi, pour beaucoup de gens qui habitent proche de là, sur Royal, sur Côte-Saint-Antoine, sur NDG, des inquiétudes concernant est-ce que LCC va potentiellement vouloir agrandir, expand in the future, pour pouvoir rentrer encore plus d'étudiants qui voudraient dire plus de trafic, plus de problèmes pour le voisinage. Je ne dis pas que c'est le cas, nos services ont quand même répondu que c'était probablement pas le cas, mais c'est toujours le cas que s'il peut mettre des bureaux dans cette bâtisse-là, c'est une classe de moins utilisée dans la bâtisse existante principale. Et l'extra terrain qu'ils utilisent, qui sera raisonné institutionnel, possiblement donne des possibilités d'un autre annexe à un moment dans le futur. Alors, je suis d'accord avec ces résidents que je crois que LCC, fonctionnant dans un quartier, au milieu de ce quartier résidentiel calme, c'est même pas sur une rue principale, c'est sur une rue secondaire. Je pense qu'on accepte que ça existe à sa grandeur présente, mais je pense que le voisinage n'est pas prêt pour un agrandissement. Un dernier petit commentaire aussi, si les gens de LCC écoutent. Un commentaire que les résidents avoisinants ont mentionné, c'est que depuis la pandémie, votre horaire pour les élèves est spread out. You have different starting hours for different grades or some sort of system, so not all the cars come at the same time, and this is a good thing. Alors, les voisins résidents avoisinants aimeraient que, si du tout possible, ça pourrait continuer même après que la pandémie est finie. Merci. Merci, M. Gautran. Oui, juste pour dire que nous avons dans le passé approuvé plusieurs élargissements des écoles et M. McQueen a voté en faveur. Je vous donne l'exemple, l'école enfants de Mont, où on est en montage financier pour faire un nouveau gymnase sur le terrain de cette école. Et chez moi, l'école Iona a fait une expansion. Il y a plusieurs écoles qui l'ont fait. J'aimerais mieux comprendre ce dossier. J'ai une réponse très facile pour vous, M. Attendez, M. McQueen, M. Gautran n'est pas fini. J'aimerais mieux comprendre les raisons. J'ai compris que c'est un duplex, un bâtiment résidentiel qui appartient à LCC, qui n'est pas utilisé comme résidentiel depuis très, très longtemps. Et effectivement, va être utilisé pour des bureaux par LCC. Ça ne va pas être un élargissement. Et s'il présente un élargissement par PPU ou quelque chose d'autre, ça va avoir rien à faire avec cet logement. Donc, j'aimerais comprendre pourquoi M. McQueen a voté en faveur de plusieurs élargissements de l'école, mais contre un possible élargissement de l'école
LCC qui n'a rien à faire avec ce duplex qui pourrait arriver en décembre. Donc, ça me mêle un peu et j'aimerais comprendre s'il y a vraiment une meilleure raison pour voter contre ce dossier. Je peux vous donner, Monsieur McQueen? je peux vous donner une réponse très simple et courte. C'est la différence entre des écoles publiques et une école entièrement privée. C'est tout. OK, merci beaucoup. Madame Alors, Lamaresse? oh, OK, monsieur. Question sur rien que par curiosité, je sais que c'est un dossier que M. McQueen, dont il fait très attention. Donc, j'ai vu le commentaire de la résidente. J'aimerais savoir, est-ce que, moi, je ne suis pas au courant, est-ce que lui, il est au courant d'autres citoyens ou citoyennes qui se sont plaints par courriel? Et si oui, est-ce qu'il peut me les envoyer pour que je sois plus familier avec ce dossier? Oui, il y a j'ai eu plusieurs courriels, parfait. Est-ce que ça vous dérangerait de les partager avec moi? Oui, mais pas tout de suite ce soir. Je suis très occupé avec la réunion ce soir, mais je peux vous envoyer ça demain. Après la réunion, absolument. Parfait, OK. Merci bien. Et alors, c'est adapté avec les distances de M. McQueen. Parfait. Alors, 40.06. Donc, Mme Montgomery dépose le rapport de consultation publique et on propose d'adopter avec changement le second projet de règlement cité relativement au bâtiment du campus de la montagne de l'Université de Montréal et de ses écoles affiliées et aux travaux concernant la station de métro Université de Montréal et de poursuivre la procédure d'adoption du projet de règlement en apportant les adaptations nécessaires à la procédure référendaire. Je propose. Et j'appuie. Adopté. Non, M. Perez. On parle de quel point, madame? Non, 40.06. Avez-vous de commentaires? Parce que je vois votre main. Excusez-moi, c'est une... OK. 40.07. Refuser, conformément au titre 8 du règlement d'urbanisme de l'arrondissement, les travaux comprenant l'aménagement d'une cour anglaise et la modification de certaines ouvertures en façade de l'immeuble situé au 5925 avenue de Montclair. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 40.08. Approuvé conformément au titre 8 du règlement d'urbanisme de l'arrondissement et du projet particulier PP 115, les travaux visant la construction d'un bâtiment résidentiel de 10 étages au 4986 place de la Savane. Monsieur Gautran, c'est à vous. M'excuse, je propose. Et j'appuie. Adopté. 40.09. Donc, Mme Montgomery dépose le rapport de consultation publique et on propose d'adopter tel que soumis le second projet de résolution approuvant le projet particulier PP 125 visant la démolition d'un bâtiment commercial vacant et la construction d'un bâtiment résidentiel de 6 étages de la catégorie H7 au 2655 chemin Bates et de poursuivre la procédure d'adoption du projet particulier en faisant les adaptations nécessaires à la procédure référendaire. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 40.10. Adopté tel que soumis le projet de résolution visant la démolition du bâtiment situé au 7486 rue Saint-Jacques, la transformation du bâtiment situé au 7460 rue Saint-Jacques, l'installation d'équipements mécaniques à l'extérieur des bâtiments, la construction d'un muret, l'aménagement d'une aire de stationnement donnant sur l'avenue Westmore, ainsi que les travaux d'aménagement paysager du site, puis mandater la secrétaire d'arrondissement pour tenir une consultation écrite d'une durée de 15 jours. Je propose. J'appuie. Monsieur Gautran. We are about to lose a part of NDG's history. The dossier in front of us right now is the demolition of the Eventide home that belongs to the Salvation Army. Our services tell us that the building's been boarded up for a long time, it's in poor condition, and there are safety regulations dealing with Parmalat. Even so, I don't feel that every possibility was exhausted to try to save this building. And as such, I'm going to inscribe my dissidence, and I'm rather wistful about the loss of something that years ago we had hoped to save to convert to social housing. It will be gone. It's not only a loss of history, it's a loss of an opportunity, in my opinion. I think the dossier has some strong points that lean towards demolition, but it also has a lot of questions which I think have not been properly answered in terms of the other
possibilities. And on top of that, I really don't feel an industrial function in the middle of a dense residential area, one that can pose a danger, is something we should encourage in a long time. Rather than demolish the building, I would rather see the company move out of the neighborhood. And as such, I'm going to vote against the dossier. OK. Alors, c'est adopté avec les... Oh, M. Perez? J'inscris ma dissidence également. OK. Alors, c'est adopté avec la distance de M. Autran et M. Perez. 40.11. Adopté tel que soumis le projet de résolution approuvant le projet particulier visant à permettre la transformation du deuxième étage et son occupation aux fins de la catégorie d'usage H1 de la famille habitation d'un bâtiment commercial situé au 4040 rue de Courtrai et mandater la secrétaire d'arrondissement pour remplacer l'assemblée de consultation par une consultation écrite de 15 jours. Je propose. J'appuie. Adopté. 40.12. Annoncer la date du scrutin référendaire et déterminer le texte de la question référendaire concernant la résolution CA 21-170-101 approuvant le projet particulier PP 122 visant à autoriser la démolition de l'ancienne église Saint-Colomba et la transformation de la salle paroissiale à des fins d'habitation pour la construction d'un ensemble résidentiel comptant 10 unités d'habitation pour la propriété située au 4020 avenue Hingston. Je propose. Et j'appuie. Donc, Madame la mairesse, comme je l'avais soulevé tantôt, je demanderai à la greffière de pouvoir expliquer à nous-mêmes ainsi qu'au public les règles concernant le procédé de référendum, les délais, les exigences. Alors, avec votre permission. Oui, s'il vous plaît. Allez-y, Madame. Oui. Donc, en fait, la résolution a été adoptée par le Conseil le 6 avril 2021 et pour la tenue d'un référendum. Donc, le référendum doit être tenu dans les 120 jours qui suivent cette date de référence-là. Donc, ce qui nous amène, là, avec tous les délais qui sont prévus là, pour les étapes pour le référendum au 1er août 2021. Donc, si ce soir, le Conseil va de l'avant avec le référendum, il va y avoir déjà une première étape demain qui va être un avis aux personnes non domiciliées. Donc, les personnes non domiciliées des zones concernées vont devoir s'inscrire pour être sur la liste référendaire. Donc, ils auront du 22 juin au 2 juillet. Suivant ça, la liste référendaire là, avec les personnes habiles à voter va être complétée le 6 juillet. Il va y avoir une période de révision, donc un peu comme c'est le cas pour les élections. La période de révision pour la liste référendaire serait du 9 juillet au 22 juillet. Et donc, la transmission des bulletins de vote se ferait le 22 juillet par la poste. Donc, comme on le mentionnait, le vote se fait exclusivement par correspondance. Donc, les citoyens vont recevoir chez eux une enveloppe avec un bulletin de vote et une enveloppe préaffranchie. Et nous devrons, en fait, en arrondissement, recevoir le bulletin de vote au plus tard le dimanche 8 août. Donc, la date de scrutin qui est actuellement indiquée, qui est le 1er août, l'arrêté ministériel prévoit un jeu de 7 jours suivant cette date pour la réception des bulletins de vote. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions spécifiques ou... J'ai une question spécifique. Habituellement, lorsqu'il y a un délai qui tombe sur un jour non ouvrable, habituellement, il est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable, un jour franc, comme on les appelle dans le langage juridique. Est-ce qu'on a fait la validation? Parce qu'évidemment, il n'y a pas de poste le dimanche, le 8. Est-ce que ça va être inclus, ça va être poussé jusqu'au 9? L'information que j'ai, et puis ce qui est particulier, c'est que c'est l'arrêté ministériel qui prévoit ça, parce que normalement, le vote par correspondance, c'est prévu qu'il termine un vendredi.
à 16h30 parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas de poste la fin de semaine, mais l'arrêté ministériel prévoit spécifiquement un dimanche. Donc, à l'heure actuelle, c'est la date qu'on a pour la fin de la réception des bulletins de vote. Et je présume qu'on a un avis juridique à cet égard-là, qui a fait l'analyse? Je ne pourrais pas valider. Moi, c'est l'information que j'ai actuellement. On pourra faire la validation par la suite. Oui. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques, parce que sinon, je débuterai en tant que proposeur l'argumentaire. Donc, je ne sais pas si mon collègue, ils ont des questions spécifiques sur cet enjeu-là. Non? OK. Alors, excusez-moi, j'ai une question. Alors, si je comprends bien, c'est juste par la poste et ça doit être envoyé entre le 22 et le 29, c'est ça, juillet? Entre le 22, en fait, on doit les recevoir au plus tard le 8 août, donc qui est un dimanche. Oui, donc Okay. nous, les bulletins de vote vont être acheminés aux résidents, aux personnes habiles à voter, en fait, inscrites sur la liste référendaire le 22 juillet. OK. Alors, OK, allez-y, M. Perez. Et donc, si je comprends bien, on peut les recevoir ou bien par la poste, excusez-moi, ou bien pour... Ben, c'est rien qu'on suivi de votre question. OK, d'accord. Ce n'est pas l'argumentaire, c'est rien qu'une question de suivi. C'est ou bien par la poste, ou bien les gens peuvent le déposer au bureau d'arrondissement, si je ne m'abuse. C'est uniquement par la poste. Uniquement par la poste. Exactement. Parfait, merci. Et est-ce que, comment on dit ça en français, le stamp? C'est préaffranchi. Oui. Oui, c'est payé déjà? OK. Oui. Madame Popiano? Donc, effectivement, le 8 août, c'est un dimanche et le 7, c'est le samedi, donc la poste n'est pas valide. Donc, en réalité, la vraie date, c'est le 6. 15 days. C'est la date de la poste, effectivement. Là. Comme je vous mentionnais, c'est l'arrêté ministériel qui prévoit ça. Dans le règlement sur le vote par correspondance, c'est prévu le vendredi, la date limite, mais l'arrêté ministériel pour le processus référendaire en temps de pandémie prévoit le dimanche. Je vous ai très bien compris, mais j'ai dit le mot « effectivement ». Donc, en réalité, le dernier moment, c'est la fermeture de la poste vendredi le 6 août. Et même, la lettre ne pourrait pas se rendre le 8 parce qu'il n'y en a pas de service postal. Effectivement. Donc, en réalité, si tu veux être sûr que ta lettre va se rendre, il faut l'envoyer au moins le 3 ou le 4 août, plus tard. Est-ce que j'ai bien compris? Il faudrait valider les délais postaux, mais effectivement, il va falloir avant le vendredi prévoir de poster le bulletin de vote. Parfait, merci. Monsieur Rothman? Oui, sur cet enjeu, j'ai lu le décret et ça me semble que les gens ont deux choix. Une fois qu'ils reçoivent le scrutin, ils ont entre le date où ils le reçoivent et le 4 août de l'envoyer. C'est pas clair à moi que la marque de timbre, postmark en anglais, n'est pas ce qui est la chose qui est nécessaire comme dans les États-Unis. Mais ça, vous allez prendre une opinion juridique. Mais ça me semble que les gens ont un autre choix. Ils peuvent prendre leur scrutin et les livrer à l'Accès Montréal. La loi ne dit pas que ce doit être le facteur de Canada Post qui soit livré. C'est dit seulement que c'est un scrutin par la poste. Donc, les gens ont beaucoup des options pour assurer que leur scrutin est reçu en temps. Et la loi est 15 jours. Ça me semble le problème est Proche de Montréal oppose à la vote par correspondance. À l'Hôtel de Ville, ils ont bloqué à 3 reprises l'effort de donner nos aînés 70 ans et plus le droit de voter dans les élections du 7 novembre par correspondance, malgré le fait que Laval, Québec, Sherbrooke,
Conseil. Monsieur Vautran, ça c'est un autre sujet, je crois. Oui. On parle J'ai d'un dit- référendum. j'ai dit, les gens étaient capables de respecter l'exigence dans la loi pour un vote par correspondance pour l'élection générale. Et il y a des autres référendums au Québec où la même procédure est utilisée. Ce n'est pas le premier référendum. On ne va jamais avoir au Québec, selon le commencement de COVID, qui a utilisé ce type de procédure. Ça me semble que les gens pourraient avoir le droit de voter démocratiquement. La question qui doit être posée est, est-ce qu'on donne à la population le droit de s'exprimer ou non? Le reste est seulement les mécaniques. On va trouver la meilleure façon pour le faire fonctionner. Dans une situation où il y a deux côtés qui prétendent de représenter la majorité, la seule façon de déterminer la vraie majorité est d'aller d'avance avec cette vote. J'aimerais m'inscrire pour une intervention. C'était seulement sur cette question des procédures. Madame Faraldo, vous êtes en train d'expliquer. Je reviens sur les arguments pourquoi je pense qu'on doit aller d'avance. Oui. Monsieur Perez, est-ce que vous avez une autre question sur la procédure? Pas une question, c'est pour amorcer l'argumentaire, Madame la maire. OK. Donc, on a devant nous un dossier qui est dans les parages de l'arrondissement depuis maintenant plusieurs années. Et nous savons tous que dans la première mouture, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de préoccupations sur le projet. Nous avons également vu qu'il y avait une très forte opposition, notamment au premier projet. De maintenant, ça fait plus de 4 ans. Je pense que suite à cet exercice, nous avons pris une décision, le Conseil précédent avait pris une décision avec l'information que nous avons dans le temps pour le bien de la communauté, pour le bien de la rue et des résidents. Et on était à l'écoute de la population. The situation that we've seen over the last number of years with this second process is, in my eyes, we've seen a improvement in, first of all, the process. And the process is how the promoter has been able to communicate the objectives, listen to the population. Obviously, not everybody is in agreement. That's the way democracy works. And we respect the difference of opinions. We've definitely seen effort on the part of the promoter to try and accommodate the situation. Is the project perfect? No. Does it address certain needs well? Yes. Does it address others' needs not as well? Absolutely. That is what we've seen. I'll give you the example. There's the issue of the mezzanine has been taken off the table. The other remaining issue that remains is really the underground parking, how it really is not part of the architecture of the time. I've had a chance to speak to a number of residents. Some people are concerned about that issue. Others are actually very thankful that there will be additional parking, not on the street. Obviously, we're talking alternatively through driveways, but it's definitely an encouragement to allow more street parking, regardless of whether we charge for it or not. That's a different debate. We definitely also see the condition of the church, the concern by the population. So I think that at this point, the question is, do we want to let the population speak? Do we want to let the democratic process that is governed by law to come to its logical conclusion? We've heard many a times saying that there's different processes and there's different steps, and that somehow, for some reason, in this circumstance, we should put a stop to it. I was there at the previous project, and it was totally not the same type of dynamics, both in terms of the project, the consultation, the implication, the concerns, but also the positioning. In the first project, we really only heard about the people who were opposed. There was no real push
to really move it forward. I can't say that about this project. I have received emails. I've spoken to a number of residents. We've received a lot of questions supporting it. I've received emails from people who believe that when they were signing the register, it was to give them an opportunity to improve the project, not necessarily to kill it. People who were for the project, who wanted to go forward. So for me, in light of all these situations, if we want to really give the voice to the population, to the citizens, we should, in fact, allow them to have the final say. And I'm more than willing to allow and to live with the decision, whether it's for or it's against. The arguments that I've heard opposing the referendum range from the fact that there's some costs associated to it, to the fact that it might divide the community. We've heard some issues raising the timing of the referendum. And some people are simply saying the fact that there's a register, then that means that there's opposition and we should kill the opportunity for a referendum. So I think the costs are really minimal, anywhere from a number of thousands of dollars to several thousands of dollars. That's the cost of operating a city, a borough, and that's the cost of democracy. So I think that it's a very standard, normal cost. In terms of dividing the community, I think not allowing the population to speak and letting them have their say will in fact divide the community even more, because it will fester. I believe that everybody on the street and everybody in the borough will respect the decision. If it's a yay or if it's a nay, people will say at least the population have spoken. And that's the objective of the law. That's the intention of the law, is that when we are at an impasse, well, then we let the population speak. Regarding the fact that we have a register, it's true that in the past, that was an indication of a strong opposition. As I explained earlier, I don't believe that to be the case from the response that I've received, both in terms of emails, in terms of the questions that have been asked over the last number of months. Finally, in terms of the process, it's a process that's governed by law. It's a process that the services will abide by. If they need clarifications, they will get legal opinions to be able to ensure that it's respected. Is it the best time? No, everybody will recognize that it's not the best time. But because we don't have the discretion to change it, because it's mandated by law, it's either we're going to go ahead with it or we don't. I say we do go ahead, we let the population speak. I believe that there will be legal notices. I guarantee you there will be people, both pro and con, who will campaign as it is their full right, and the people who have the right to vote will have the ability to vote. So I encourage everybody to vote in favor of holding the referendum. Merci. Monsieur Osna. Merci, Madame la mairesse. Je vais intervenir, j'espère brièvement. I know that politicians make that promise way too often, especially in this council, but I will do my best to be brief, not least because I agree with virtually everything that Councillor Perez said. And I want to make it clear that this is despite the fact that I voted against the project. Many of those still watching will recall that I spoke out against it. I think that it is lacking on a number of fronts. I think that we could have had a better project. Malgré ce, je considère que la question du projet en tant que tel et la question de l'option référendaire pour les résidents, ces deux questions sont distinctes, séparées. Et je suis inconfortable, je suis mal à l'aise avec la possibilité d'utiliser notre pouvoir en tant que conseil pour éviter un processus plutôt grassroots, démocratique, qui est là dans la loi justement afin que les communautés et les quartiers locaux peuvent avoir
leur mot à dire directement sur certains enjeux. We do not have referendums for many policy issues or projects in this city. There are very few. This is one of the few times that we're actually able to have this level of direct democracy. And I think that we should do it for many of the same reasons that Lionel pointed out just a few minutes ago. Obviously, I would not shed a single tear, and I want to be very clear about this. I would not shed a single tear if this project failed to garner popular support in a referendum. I think it might open the door to better uses of the lot, potentially even the existing building. But I do think that when we create this option for residents, that we should explore it, especially when the developer's gone through the trouble of engaging the public in a way that we rarely see in this borough. Et pour ceux qui disent, parce que je l'ai vu, et je tiens d'abord aussi à remercier très chaleureusement tous les gens qui m'ont écrit des deux côtés, hein, parce qu'il y a du monde sur les deux côtés. Ceux qui m'ont écrit pour parler du fait que ça risque de diviser le quartier, je suis en désaccord avec vous. Je suis en désaccord parce que pour moi, je vois en ça, peut-être c'est la naïveté qui dure même après 4 ans en politique municipale. Peut-être c'est juste l'optimisme infatigable, mais je pense que des enjeux comme ça peuvent être une occasion en or de parler avec nos voisins, de discuter et de débattre avec nos voisins et d'essayer de faire ce qu'on fait en campagne électorale, c'est de persuader nos voisins. Mais ça, je vois une occasion de le faire sans partisanerie, au moins explicite. On s'entend qu'on est à quelques mois des élections, mais sans partisanerie explicite, sans ligne de parti, we really have an opportunity to have a civic debate about this project. And I'm happy to contribute to it as much as the project's not in the Loyola district. It's just a couple of blocks away. I lived down the street from there for the longest time. And I really think this is a golden opportunity for us to actually engage each other in a non-partisan way on the merits and drawbacks of the project in a way that might end up, just maybe, being an exemplary exercise in local democracy. Et pour cette raison, malgré mon opposition au projet en tant que tel, j'appuie la tenue d'un référendum. Merci. Merci. Je ne vois pas un autre main, mais OK, Madame Popiano. Oh, vous êtes sur mute. Je vais le démuter. Voilà, merci. Donc, effectivement, mes collègues ont fait un rappel que le projet PP 122 sur le site de l'église Saint-Colomban a suscité dès le début une opposition. Mais il faut comprendre que les choses se sont passées en étapes. Donc, en première étape, la demande de démolir un lieu de culte et de le transformer un site qui est voué à la communauté, comme je le mentionnais, dans un site résidentiel en permettant un changement de zonage, ne pouvait ne pas interpeller les résidents. Moi, j'ai été interpellée dès le début. J'ai toujours considéré que ce type d'intervention réglementaire doit être exceptionnel et impeccable du point de vue acceptabilité sociale. Donc, l'église a été abandonnée. Les résidents, finalement, à contre-cœur, à regret, ont accepté qu'elle soit démolie, mais ils s'attendaient effectivement que le projet de remplacement soit acceptable socialement, on pourrait dire impeccable du point de vue intégration dans le quartier. Alors, ils s'attendaient que les promoteurs travaillent avec eux, ne travaillent pas avec le groupe qui est d'accord, travaillent avec eux, parce qu'ils ont exprimé clairement à de nombreuses communications qu'ils ne souhaitent pas
que l'église soit remplacée par des maisons surdimensionnées, un garage souterrain avec moins d'espace vert. Et ils nous ont dit aussi lors de l'ouverture du registre qu'ils veulent un projet sur le site de Saint-Colomban, mais un projet qui ressemble à leur quartier, sans un stationnement, qui n'est pas un élément nécessaire à ce projet et qu'il va à l'encontre des valeurs de mobilité durable et écologique. On construit pour les années à venir, non? On est rendu en 2001, le temps que ça se fait ce projet, on le construit pour les prochains 40-50 ans. Pour moi, c'est inadmissible que quelqu'un pense que ce type de développement va être encore viable dans les 45 ans. Oui, oui, il y en a 20-30 ans en arrière, peut-être qu'il était parfait, mais pas maintenant. Pour répondre à mes collègues qui disent qu'ils font ça au nom de la démocratie, que je respecte profondément, je rappelle que dans la loi sur l'aménagement urbain, ce type d'intervention, donc un processus s'appelle un processus référendaire. Ce n'est pas un référendum, parce que si le législateur avait voulu faire un référendum, il avait posé dès le début la question, qui est pour, qui est contre? Le processus est en 3 étapes. Une première étape est celle de voir si des gens envoient un signal des zones pareilles qui se réveille et dit, ben, il y a un projet, est-ce qu'il s'intègre dans notre quartier? Est-ce qu'il correspond au tissu urbain dans lequel on vit? Ben, voilà, en première étape, des zones ont été ouvertes, des citoyens se sont manifestés à envoyer une lettre. Deuxième étape, celle de signature d'un registre. La même chose. Il y a plus que 200 personnes qui sont venues signer un registre ou qui ont utilisé un moyen électronique de signer un registre. Donc, il y a eu une mobilisation pour envoyer clairement un signal aux élus. Le projet crée des problèmes dans notre voisinage. Ce n'est pas vrai que c'est ceux qui étaient d'accord avec le projet qui sont venus signer le registre. Oui, peut-être l'ouverture des zones référendaires parce que ça avantageait les promoteurs, mais pas le registre. Le registre a été signé par les gens qui sont opposés au projet. Dans ce cas-ci, la tenue d'un référendum, ce n'est pas de la démocratie, c'est de ne pas tenir compte des 220 votes qui ont été exprimés. Et je suis d'accord avec mon collègue Christian Arsenault, qu'il se réjouissait si le projet n'aurait pas d'avant. Mais ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est de respecter premièrement ce qui nous convient, ce qui heurte les valeurs et le mode de vie des gens. Pour ceux qui ont exprimé des craintes que le site sera abandonné pour longtemps, je réponds, il n'y a pas de crainte, puisque les résidents du voisinage ont clairement aussi dit qu'ils veulent collaborer pour retravailler le projet, bien le penser et que ce projet vive pour les générations à venir. Je suis persuadée aussi que le promoteur sait très bien qu'il est assis sur une mine d'or, donc s'il décide de ne plus faire le projet ou de vendre le projet à un autre promoteur, peut-être qu'il sera plus collaboratif et il saurait quoi faire pour réaliser un projet qui est en harmonie avec le milieu et en accord avec les résidents. De plus, je vous rappelle qu'on a besoin d'installations collectives, sont importantes dans le secteur et que la Ville de Montréal a la possibilité de mettre un droit de préemption sur des propriétés privées. Donc, je répète, les résidents ont envoyé un message très, très fort lors de l'ouverture du registre, 219 signatures, il y en a eu plus, mais qui ont été invalidées quelques-unes, mais clairement, il y a une absence d'acceptabilité sociale. Also, in many boroughs, it is well understood that the acceptability of a project can be assessed through the mobilization of ordinary citizens signing a petition. This is a civic engagement in action. The process that these citizens have engaged in is not simple, particularly in a time of pandemic when community gatherings become logistically complicated. In a short period of time, over 200 people have expressed their discontent over the project
believing that something better can be achieved. The demands of those signing the petition are clear. They want a project that doesn't include underground parking and houses that don't fit the character of the neighborhood. These changes can be achieved. In other boroughs, from Hochelaga-Maisonneuve to Lachine, it has always been the case that when a strong opposition to the project becomes evident through the signature process, that the borough ends the project rather than waste tens of thousands of dollars to fund a referendum. Taxpayers want us to be conscious of how we use their money. For this borough to spend close to $40,000 in taxpayers' money, we discussed just a little bit about funding La Corporation de Développement Communautaire, okay? Simply to allow one private developer the potential opportunity to manufacture consent for a project for which the community has already expressed their opposition to would be an irresponsible use of money. The last time we had this discussion regarding the same church, we decided not to go ahead with the project as soon as it became clear that the opposition against the project made it so that a consensual project could not be realized. Finally, those who argue that this is about democracy are misleading the public. To vote for a referendum when there is a clear opposition to the proposal currently on the table would be to change the rules of the game for the benefits of one private developer. I'm not against development, and I believe that the vast majority of the residents are not against the development either. What we are seeking is a consensual project. This project in its current form does not meet this minimum requirement. I invite the developer to go back to the drawing board and come back with a better proposal. And I want to remember only in the borough of Southwest, more than 10 projects have in the last 4 years been halted after the residents achieved to submit a sufficient number of signatures to begin the referendum process. Each and every single one of them didn't move forward to a referendum. In our borough was the same situation. I thank you very much. Merci beaucoup, Madame Popiano. Alors, Monsieur Gautran. Thank you. Well, I've heard a lot of things tonight, and I've heard Madame Popiano, who has backed spending millions on imposing bike lanes, have taken away thousands of parking spots with very little consultation, have gotten the ire of merchants and residents in different parts of the city say it's too much to spend a little money to allow, in a situation where the community is clearly having two very strongly held points of view, to allow them to make a decision. That she's opposed against, but everything else she's ready to spend huge amounts of money and not listen to people. I'm not sure there would have been 219 names collected if we weren't in COVID and you could just sign electronically, if it had to be that people actually had to make a choice to go down to the borough and sign physically, like is our usual procedure. But one thing I can be sure to tell you is that, in essence, this really isn't about whether it's democratic or not for the Projet Montréal Party. It's about their world view. Madame Popiano and her colleague Peter McQueen have said it many times at this borough council. Cars are the enemy. The neighbors are divided, and many of them feel that the promoter has worked hard to integrate their desires. And many of the residents believe... Madame la mairesse, question privilège. Peut-il, Monsieur Gautran, faire l'argumentaire sans m'attaquer, s'il vous plaît? I didn't attack you. J'ai dit seulement ce que vous avez dit à plusieurs reprises en se considérant doucement. The promoter has a project that responds to what a lot of people in the neighborhood want.
they say like clearly underground parking meets a need because there's only so much physical space. I don't begrudge Madame Popiano for her political beliefs. That will be settled ultimately by the electors in November. But however, I don't believe any project here that isn't the status quo, renovating the church and maybe using it as a church, would have her support. I'm surprised at our caucus only a few days ago, Peter McQueen made the same arguments as Lionel Perez and Christian Arsenault did today. He said he would favor. Question privilège, madame. OK, Question privilège. Question Les privilège. discussions en caucus sont confidentielles, c'est que j'ai Oui, c'est ça. Monsieur Rotran, c'est confidentiel, notre caucus. I never realized the borough caucus was confidential. The caucus of political parties, when they meet at City Hall, is confidential. But since we're not a caucus of political party, it isn't confidential. That's not the way it was explained to me by Mayor Coben and Mayor Montgomery at the beginning of their mandates. My understanding was confidential. Sounding out of opinion. I won't say that Peter McQueen said that the residents should have the right to express themselves. And I won't say that he sent me an email today reversing himself, all right? Having said all that, let's go back to the beginning here. The developer in this project has slowly won over the neighborhood. He started off with almost no one on his side, with a lot of suspicion because a previous project didn't win hardly any support in the neighborhood. And he made a series of changes, consulted the neighbors. There was a lot of debate. This didn't happen overnight. It was a long process. We saw several versions, including one that had a mezzanine and finally one that did not have a mezzanine. Why? Because that built a majority in the neighborhood. Some members of our borough caucus, I fear, seem to see that developers are the enemy. They do not want to see development. They say they do, but I rarely hear them say anything positive about any development. It's almost as if development is for the suburbs and our young families should go to the suburbs because nobody is building projects that meet their requirements in the city of Montreal. Having said that here, I'm going to ask the question, what are those who are opposed to the project afraid of? If they are really a majority, it will become evident right away. I'm told that the signers of the register, not all of them are opposed to the project. In fact, I'm told, and I'm told by their emails to me, to Mr. Perez, to you, and to the other councillors, that some of them believe that the discussions and negotiations will continue if they sign the register. They didn't realize that ends the process, not continues the process. Some of them have clearly said to us that had they known that, they would never sign the register in the first place. And others are saying they were unclear about the purposes of the register. I don't know. But what I do know is the following, that there has been a very cogent op-ed piece in the Gazette signed by many residents of the NDG district, not a few, a huge list of names. Moreover, there were several media events that got quite enormous coverage. It seems to me that a majority of residents are in favor of this project. It also seems to me that the developer has been in good faith since the beginning of this, making changes, meeting with people, listening to them, and proposing a project which the majority of people feel is better than an abandoned building that will remain an abandoned building for the long term. I think we need to understand that there is no referendum. We're going to end up with an Empress Theater in our neighborhood, boarded up for the long term. What the councillors who are opposed to the referendum are basically saying is, hey, let's kick this down the road to after the next election. Yes, there'll be additional costs to the promoter. He's got to come up with new drawings, new costs for his architect, entirely new plan, a new consultation process, delayed for over a year. I don't know what his carrying costs are and his costs to the bank are. Then he's going to have to get a permit. And the whole process starts all over again if there's no referendum. Give the developer a signal. If the neighborhood's really opposed to it, it will defeat his project. And then we have a clear field in which he can sell the
the property to someone else who might have a different proposal, or maybe he'll come back at some point then. But clearly, not going to referendum is going to cause a situation of an abandoned building in a neighborhood. And I'm going to tell you this, should he come back with another project, the same group of neighbors who have spearheaded the opposition to the last project and this one are probably going to have the same point of view. They've been categoric. They don't want a residential development. They want to see the refurbishment of the church. So, Madame President, we have a choice. We either deprive a majority of its right to express itself. And remember, there was no register for those who were in favor, only a register for those who were opposed and those who thought they somehow would get changes made in the project if they signed the register, and who have now learned that's not the case. They haven't done anything except basically put the project in jeopardy, and now they're having second thoughts about it. It's our duty to defend the public right to express itself. I call on you as a deciding vote to stand with the citizens and to let them make the decision. And by the way, there are people who have told me that should there be a referendum, that they would vote against, but they still want the referendum to go ahead because they have to live in the neighborhood with their neighbors who will feel that they were deprived of their right to speak, and they don't want that. It's best to have the referendum and let the neighborhood speak. Merci. Madame la mairesse, Oui. Je demande un vote nominal. J'aurai mon droit de réplique, Madame la mairesse, avant qu'on passe au vote. Est-ce que M. McQueen veut s'exprimer? Non? I think Madame Popper a très bien exprimé la situation. Moi, je pense juste sur le point que le référendum pourrait être très difficile, juste la méthode de vote au milieu de l'été. Déjà ce soir, il y a eu beaucoup de discussions sur ça et de différences d'opinion. Et je me souviens d'un autre référendum, un autre vote ou un registre à Notre-Dame-de-Grâce sur le parc Béni il y a 10 ans, 12 ans, 15 ans, avant que j'étais même élu, qui était extrêmement divisif parce que c'était au milieu de l'été aussi. Alors, je vais juste laisser les autres commentaires. J'ai répondu à des gens dans la période des questions. Alors, moi, je vote, j'appuie les demandes de Mme Propiano pour le vote le plus tôt immédiatement. Monsieur Perez? Bon, je parlais en droit de réplique. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, Madame la mairesse, sur l'argumentaire, pas sur votre vote. À vous décider, Oui. vous n'êtes pas obligé. Non, je sais, mais j'ai un problème parce que j'ai écouté les deux côtés de Conseil ce soir. Et donnant que j'ai le vote, comment on dit ça? Prépondérant. Comment? Le vote prépondérant. Prépondérant. Est-ce que ça sera possible d'ajourner pour le soir et avoir le vote demain matin, ou est-ce qu'on doit avoir le vote ce soir? Je pense que c'est une décision que vous pouvez poser, mais il y a une demande de vote qui a été faite en bonne et due forme. On doit respecter les règlements. La seule chose qui reste, c'est le droit de réplique par politesse et ainsi que considération. Je vous ai demandé avant que je fasse mon droit de réplique si vous voulez prendre la parole. Vous n'êtes pas obligé, évidemment. Alors, je vais passer avec Madame Paraldo voulait, on doit avoir le vote ce soir, c'est ça? Normalement, quand une proposition est mise aux voix, effectivement, on ne peut pas ajourner. Il faut voter sur la proposition, on peut ajourner après. Donc, je vais amorcer mon droit de vote, mon droit de réplique, Madame la mairesse. Oui, allez-y. Merci. Alors, on voit à quel point il y a différents points de vue. Ce que je pense qui vraiment va au cœur de la prise de décision ce soir, c'est qu'est-ce qu'on veut pour ce quartier? Qu'est-ce qu'on veut? Quel est le message qu'on veut envoyer aux citoyens et citoyennes de la rue Hickstein et des rues avoisinantes? Est-ce que nous sommes un conseil qui vont leur donner leur dernier mot? Est-ce que nous sommes un conseil
qui ne vont pas seulement parler de démocratie, mais est-ce qu'on va leur donner l'opportunité de la vivre? J'ai entendu les mots acceptabilité sociale. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour ce projet. Peut-être, peut-être pas, mais sur ce que je suis certain qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale de bâillonner la voix de la population. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale de retirer un droit fondamental de vote qui va affecter leur quartier de vie, leur qualité de vie. And what I think is most telling is the fact that people will say it's going to be very divisive. I guarantee you that if we don't allow the population to speak and to have the vote, that will be the most divisive point. Because the remnants of the fact that people didn't have the ability to speak will fester. And people will be very disappointed in their institutions, and they'll be right. So I think for me, the choice is easy. It's not an easy situation for the residents, but I believe that they would rather have the right to vote. And whatever the decision is made, even the people that are on the opposite side of the final decision, they will be able to be at peace knowing that the population spoke. But if we withdraw that right, then that's going to be the worst case situation. And my only question is, what's the point of having all these laws? What's the point of having all these referendums and these registers and these councils and these processes if we don't want to let the final decision to be made? So for me, I'm going to call for the vote. And after Madame Popiano was a vote nominal, I think it's the right way to go. And we'll see what happens. Okay. Je pense que c'est Madame Popiano qui a asked for the vote. Yeah, she did. Yeah. Monsieur Arsenault? Oui. You asked me how to vote? Oui. No, I asked Mr. Arsenault, actually. Okay. I'm just going in order that I see you on the screen, okay? I vote in favor. Monsieur Rotan? Oui. Monsieur Perez? Oui. Madame Popiano? Contre. Monsieur McQueen? Contre. Can I have a drum roll? No. Okay, je vote. You don't have to vote. Which would be the same as voting. I guess I just have to vote. Okay. So I will vote in favor. Okay. We still have 5 minutes. Are we going to do more items, or can we go to our loved ones and call it a night? Yeah. I think we should call that a night. Qu'on adjourne pour la soirée et on revient à 9h30 demain matin. Pour avoir un proposeur, un secondaire pour l'ajournement. Propose. Appuyé à à CDNNDG. Puis, vous ajournez jusqu'à vous reprenez à quelle heure demain? Est-ce que vous voulez statuer à 9h30, je crois. À 9h30. What did you say, 9:30? Yeah. Right. And juste pour vérifier, est-ce qu'on a une période de questions ou non demain matin? Non, ce n'est pas prévu au règlement. On reprend là où vous avez laissé, donc on serait rendu au 40.13 pour la reprise demain matin. OK, parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. À demain. Merci.